Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Aujourd'hui, j'ai vraiment un immense plaisir de recevoir, là on peut l'appeler une vraie légende de la dentisterie et de l'implantologie dentaire. C'est pas possible si vous êtes dentiste et encore plus implantologiste que vous n'ayez pas entendu son nom. Je parle du professeur Patrick Missika. Chirurgien dentiste, enseignant, auteur prolifique, Patrick Missika n'est plus à présenter dans le monde de l'implantologie. Il y avait pendant très longtemps, et même c'est encore le cas, aucune formation d'implantologie qui existait sans que son nom n'apparaisse. Avec plus de 4 ou 5 décennies d'expérience, il nous en dira un peu plus. Il a formé des générations de praticiens et il continue à le faire. Et il a contribué à faire évoluer les pratiques à travers ses nombreuses publications et ses communications. Il est fondateur de tout un tas de groupes de formation, le groupe d'études en implantologie. Il a été président de la société française, il nous confirmera ça parce que j'ai un doute, d'implantologie orale, etc. Patrick Missika a toujours été à l'avant-garde de l'innovation tout en gardant les pieds fermement ancrés dans la réalité clinique quotidienne, ce qui fait vraiment du bien aujourd'hui où l'enseignement prend une sacrée tournure. Ce qui rend notre invité unique, c'est sa capacité à transmettre des concepts complexes avec clarté, pragmatisme et toujours avec le sourire. Alors que vous soyez débutant en implantologie ou praticien expérimenté, ses conseils, son approche clinique résonnent toujours avec justesse. Alors, on va passer une heure et demie ensemble et je suis vraiment, encore une fois, ravi et presque honoré de recevoir à ce micro Patrick Missika. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane, c'est une présentation extrêmement élogieuse et moi je suis ravi de faire cet entretien avec toi aujourd'hui. Eh ben, alors, on a partagé plein de choses ensemble. On a même été au comité de direction de l'université de Paris Diderot, feu Paris Diderot, sous la direction de Robert Garcia. Ça, c'était un sacré moment. Et puisque tu étais vice-doyen à l'enseignement, je crois, Alors moi c'est ça? j'étais vice-doyen chargé de la formation continue et puisque tu abordes ce sujet, c'est une des parties les plus heureuses de ma vie professionnelle puisque je suis resté 10 années à la direction aux côtés de Robert Garcia et c'est au cours de ce mandat que j'ai créé un certain nombre de formations pour la formation post-universitaire, mais surtout on a créé l'Institut européen de formation continue dans le sein de Garancières, Ouais. c'est-à-dire un institut privé dans une université publique et qui nous permettait de former des praticiens sur patients. Donc ça, je suis assez fier de cette formation et je remercie publiquement Robert Garcia de m'avoir laissé Eh créer ben, cette innovation. on le remercie tous les deux parce que ça a été une époque. Enfin, moi qui suis absolument pas politique ou dans les instances. Enfin, je suis encore moins un administratif. Je suis plutôt un entrepreneur que le reste. J'ai passé un moment délicieux pendant 5 ans avec toute cette équipe à l'époque parce que je me marrais en fait. Je me marrais parce que pour un entrepreneur que je suis, ça m'avait laissé espérer qu'un jour l'université allait rebondir. Bon, après le soufflet est un petit peu redescendu quelques années après, mais voilà, c'était son histoire. En tout Alors, cas, là où tu as raison, c'était un grand doyen et on lui doit vraiment un coup de chapeau et du respect. ah oui, franchement, c'était. Moi, je me souviens des réunions, parce qu'il est passé par des sacrés moments. Hein, c'est lui qui avait. Enfin, on n'en reparlera pas de ça, mais parce que c'était un sale moment. Mais à l'époque du Bataclan, où il s'est retrouvé dans l'amphi avec des étudiants, où le problème avait été déplacé, etc. Enfin, il a quand même eu. Moi, je me souviens de Il y a eu cette quelques réunion en urgence turbulences, en comme on disant dit bon, en aviation. et là, les mecs, il faut venir parce que je sais pas comment on va gérer le truc. Voilà. Et puis bah après bon ça a pris une autre tournure quand c'est Ariane je crois qu'il a succédé et puis voilà aujourd'hui l'université est escalée et puis ils sont chez eux hein, et nous on est chez nous. Donc on va parler pendant ce podcast de la genèse de Patrick Missika, hein, c'est-à-dire d'où il vient, comment il est devenu Patrick Missika et surtout je dirais presque l'implantologie. Alors moi je suis pas dans le milieu mais l'implantologie est née avec Patrick Missika en France, on va dire. Bon, Patrick Alors, n'est pas Brad Mark, mais c'est très flatteur. Ça correspond un peu à la réalité parce que moi, j'ai été diplômé en 1971, donc tu vois, ça fait plus de 50 ans. À mon année de l'époque, les naissance. implants étaient interdits de séjour à l'université, c'est-à-dire on était plutôt spécialisé dans la dépose des implants, et c'était à l'époque on déposait beaucoup d'implants juxta-osseux. Et moi, j'ai eu une première chance inouïe, c'est d'avoir deux patrons à Garancières, l'un stomatologiste, Pierre Tressac, et l'autre chirurgien dentiste, Jean-Pierre Cavaillon.
Et Pierre Tressac, qui était un visionnaire, me dit en 73-74, Patrick, il y a une nouvelle technique d'implant qui s'appelle les racines en carbone vitrifié. Je pense que c'est l'avenir. Vous devriez vous intéresser à ce sujet. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. J'ai commencé à suivre des cours avec des inventeurs et des professeurs à l'université de Californie. Et l'aventure a commencé comme ça. J'ai fait ma thèse de troisième cycle sur les racines en carbone vitrifié. Là encore, Stéphane, c'était un exploit parce que faire une thèse sur les implants, alors que les implants étaient interdits de séjour, c'était un petit combat. Et puis après, après les choses se sont enchaînées. J'ai travaillé avec Sami Sandaos, qui était l'inventeur Sur des les implants, implants lui, de c'était les céramiques. Sami, Sandos. voilà, qui était à Lausanne, qui sont un peu les précurseurs des implants zircones qui reviennent à la mode Zircon, aujourd'hui. voilà, c'est ça. Et puis après, on a eu la chance de pouvoir créer un service d'implantologie au sein de Garancière. On était les premiers. Avec Marc Baird, on a créé la première association universitaire d'implantologie en 84, donc le premier enseignement dans une faculté française. Et puis l'année d'après, on a créé le premier diplôme universitaire d'implantologie. Voilà, c'est ça la genèse, c'est un coup de hasard et de chance avec un patron un peu visionnaire qui t'ouvre une porte et dans laquelle, après, tu t'aperçois qu'il y a une autoroute. Après, pour moi, la chance n'existe pas. Hein. La chance, elle se provoque. C'est-à-dire que c'était ce que me disait avait dit un Américain à Willy Perto en disant la chance, c'est être prêt au bon moment et à la bonne place. Et Peut-être que je réponds à cette définition. En tout cas, on a eu des doyens qui nous ont aidés. Je pense en particulier à Nadine Forest, tu vois, dans les rencontres, Nadine Forest qui était doyen à l'époque où j'ai créé cet enseignement. Et j'ai un souvenir, alors puisqu'on parle du milieu universitaire, quand on a créé ce premier projet avec Marc Baird, on a fait l'unanimité contre nous, c'est-à-dire au conseil d'administration, il y avait quasiment 9 profs qui trouvaient que le projet ne correspondait pas, qu'il n'était pas assez ambitieux, etc. Et j'ai souvenir, il y avait un prof qui nous a soutenus, qui était Samuel Klinfinger, le père d'Isabelle, qui avait trouvé que le projet était intéressant. Et finalement, Nadine, qui avait beaucoup de caractère, a dit très bien, ils savent détruire, je leur donne une semaine pour faire un projet meilleur que le tien. Et puis après, bien sûr, sorti du conseil d'administration, ils sont passés à autre chose. Et finalement, Nadine a dit, on va le faire. Voilà. Donc, tu vois, ça aussi, c'est des hasards et nécessités. Et on a commencé la création de cet enseignement grâce à Nadine Forest. Ok. Mais avant tout ça, parce que 71, vous avez connu, c'était déjà une fac ou c'était l'école dentaire de Garancière encore? C'était la fac dès 68. C'est devenu la fac en 68. Donc, on est devenu École nationale de chirurgie dentaire, puis faculté dentaire. Moi, je suis diplômé de la faculté dentaire de l'université Paris 7. Parce que Pierre Machtou, lui, était avant vous, alors il est un peu plus âgé que vous. Pierre est plus âgé que moi. Pierre est un grand ami, il a 2-3 ans de plus que moi, et donc lui, il était de la promotion AEO, école odontologique. Exactement. Donc là, c'est un des premiers qui a enregistré le podcast avec moi. Je crois que c'est un numéro 5-6. Je vous invite à aller réécouter ça parce que c'est là qu'on apprend que Pierre Machtou voulait être historien et paléontologiste et pas du tout dentiste. Quand on voit la carrière qu'il a fait, ça aurait quand même été dommage. On parle de choses personnelles dans le podcast. Nous sommes tous les deux nés à Alger et le père de Pierre et mon père étaient très amis. William Machtou et mon père Paul étaient très amis. Et on a exercé tous les deux à 700-800 mètres l'un d'autre. Moi, j'étais au 79 rue Lafayette, au Square Montolon, et lui, il était 500 mètres plus loin, dans la rue Lafayette. On avait des cabinets qui étaient dans la même rue de Paris. On a des carrières qui se sont suivies. Sauf qu'à la fin, Pierre a choisi d'être prof temps plein et il est devenu PUPH, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, je suis resté prof à temps partiel. Ok, et par contre, je ne savais pas que vous étiez né à Alger. Et c'est pour ça, parce qu'on est allé à Alger ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chez Zidane. Oui, mais j'ai organisé parmi mes petites occupations, j'ai créé un congrès à Alger, j'ai créé un congrès à Oran avec des gens qui étaient nés en Algérie, dont Pierre Machtou, dont Philippe Monsénégo, dont d'autres, dont Camille Melki, frère Jouan. Enfin, on leur a fait un congrès avec des profs pieds noirs, mais de très bon niveau. Oui, mais est-ce que c'est là où comment il s'appelle la clinique? J'ai pas allé dire Zidane. C'est la clinique de Mohamed Ziane qui a créé d'ailleurs une académie d'enseignement et c'est un prof étonnamment brillant. Ah lui, il a même été doyen à Alger, non? Oui, il a été doyen d'Oran. d'Oran et il est sorti. Et moi je me souviens quand on est allé là-bas, alors il y a une dizaine d'années peut-être maintenant. Et ce qui m'avait impressionné, c'est qu'on était donc en Algérie et il avait une clinique qui détonnait par rapport au reste. Et
il y avait les patients arrivaient, il y avait une borne Je me et ils rappelle très appuyaient bien de sur un ça, mon bouton. cher Stéphane. Et ils mettaient C'était une carte fou. et on identifiait, et on disait, moi, j'ai rendez-vous à 10 heures avec le docteur Stéphane Simon. Exactement. Et je disais, Et mais là, nous, on ce n'a pas ça jour-là, dans nos cabinets. et on a, alors maintenant, il y en a, mais 10 ans après. Et là, je me dis, C'était il en y a fait, plus que 10 ans. Hein. C'était il y a plus que 10 ans. il y avait, je me souviens, il y avait, comment il s'appelle, Patrick Simonet. Il y avait, Oui, on était en Chantal délégation. Finola, C'était, ma copine de il y promotion. avait Chantal, et Oui. c'était, et je me souviens de cette clinique où c'était lunaire. Les salles de Ah oui. sté étaient dans des portes vitrées pour qu'on voit ce qui se passait, etc. Et cette borne. Et je me dis, en fait, on a, alors, parce que dans notre idée, on a l'impression l'Algérie est 30 ans derrière nous, mais lui, le Ouais. mec était Pas 10 du ans tout. devant. Voilà. Pas du tout. Oui. Et là, le congrès, Et, alors puisque tu parles de ce congrès, c'est un de mes meilleurs souvenirs aussi. Mohamed Diane m'appelle, je le connais depuis très très longtemps. Et il me dit, écoute Patrick, je fête les 10 ans de mon study group de ma clinique, est-ce que tu peux m'inviter quelques copains pour faire des conférences? Alors j'ai dit oui, il n'y a aucun problème. Et je me dis, mais quand même, il est gonflé parce que ça a amené une dizaine de conférenciers, une douzaine de conférenciers, ça a quand même un coût. Et il me dit, ah, mais j'aimerais bien voir Patrick Simonet, mais jamais il viendra. Je lui dis, écoute, tu tombes mal, Patrick Simonet est un de mes amis les plus proches, je suis sûr qu'il viendra, il n'y a pas de problème. Et on a organisé le congrès, mais quand on est arrivé, c'était pas un petit study group, c'était un congrès genre mini ADF. Tu te rappelles, il y avait une énorme oui, je me salle de souviens très bien. conférence, Ouais. Ouais. il y avait une cinquantaine d'exposants ou une quarantaine d'exposants, il y avait le préfet, le ministre de la Santé, enfin, il nous a fait un congrès qui était C'est tombé par terre. Voilà. C'est un très bon souvenir, mon cher Stéphane, que tu Ah mais évoques moi là. je m'en souviens, mais et je me souviens de sa visite de la clinique, et on a toujours ce côté, ce qui est con d'ailleurs de ma part au moins, c'est de dire bon, qu'est-ce qu'on va aller voir un cabinet à Alger. Moi j'avais des cabinets à Alger, on était effectivement, c'était et l'autre avec sa borne, les portes vitrées. Je lui dis waouh, mais Ouais, ouais. ça détonnait complètement. Voilà, donc si Mohamed Ziane nous entend, ben qu'on le vraiment Eh on bien, écoute, je l'embrasse très viens de le fort. coopter. J'ai créé l'année dernière l'Académie d'implantologie de Best of Implantologie. Et bien sûr, j'ai mis Mohamed Ziane comme membre à titre étranger parce que Mohamed, c'est une figure pour moi. Ah oui, il a eu un petit pépin de santé là, je crois, mais ça y est, il est reparti. Mais les lunaires, Ouais, ce tout à monsieur. fait. Donc, ok, donc là, vous, toi, tu nais à Alger, tu arrives en France très vite, Alors, moi, je suis comme arrivé à Pierre l'âge de ou 7 ans. Donc, moi, je suis arrivé il y a très longtemps. Je suis arrivé en 53, 54, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai fait toutes mes études en France. Et après, ben, écoute, mon père est dentiste et était dentiste généraliste. Et donc, voilà, j'ai fait mes études. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait aimer la chirurgie. Et voilà, j'ai commencé à être attaché de consultation. J'ai fait toute ma carrière à Garancère. J'étais attaché de consultation dès que je suis sorti de la fac. Alors, juste, c'est important parce qu'on ne devient pas attaché de consultation comme ça. Donc, il y a il y a tout un cheminement. Aujourd'hui, il faut faire des diplômes, etc. Comment ça se passe? C'est-à-dire, une fois que tu es sorti, tu es diplômé, que tu as fait je crois que ta thèse, tu l'as fait plus tard, mais est-ce que tu fais des CES ou des choses comme ça? Alors en fait, il y a eu un élément déterminant à ce stade quand j'ai fini mes études. Comme je l'ai dit, mon père était chirurgien dentiste et je commençais à travailler en libéral. Et j'ai fait une rencontre déterminante qui était une jeune ravissante étudiante qui est devenue ma femme, qui s'appelle Claire. Et à la fin de notre premier diplôme, elle m'a dit qu'elle allait s'inscrire dans un CES d'anthropologie biologique. Donc l'idée m'a paru un peu saugrenue, et finalement, par solidarité, je me suis inscrit à ce CES qui était très intéressant. Claire est sortie major de ce CES, et puis dans la foulée, ben, j'ai fait un CES de chirurgie. Et Claire, par solidarité, a fait le CS de chirurgie avec moi. Je suis sorti major du CS de chirurgie. Et puis ensuite, eh bien, j'ai passé le concours d'assistant. Et en fait, cet élément est tout à fait déterminant parce que ça a été le catalyseur du début de ma carrière. Et c'est comme ça que je suis devenu attaché de consultation dans les deux services de chirurgie de Pierre Tressac d'un côté et de Jean-Pierre Cavaillon de l'autre. D'accord. Mais ta femme a fait de la chirurgie dans sa carrière, de l'implantologie ou pas du tout? Pas du tout. Ma femme était attachée de consultation en prothèse. Elle était chez Radiguet et Porzier. Et après, Mhm. elle a fait un troisième CES qui était un CES de prothèse fixée. Ma femme est hyper diplômée. Et quand je veux plaisanter avec elle, je dis qu'elle est bac+8. Eh ben, ok. Et vous avez travaillé ensemble ou pas du tout? Alors jamais, c'était notre caractéristique. Elle a ouvert un cabinet de généraliste après notre diplôme. Moi, comme je l'ai dit, j'ai travaillé dans le cabinet de mon père et nous avons fait des carrières dans des cabinets parallèles. Et je pense que c'était une très bonne initiative de ne pas travailler ensemble parce qu'on a des caractères assez forts et je ne suis pas sûr qu'on aurait pu travailler dans le même cabinet pendant de nombreuses années.
Mais ça, c'est important hein, parce que on oublie souvent la moitié qui est dans l'ombre. On dit toujours que derrière un grand homme, il y a souvent une grande femme, et que sans leur patience, sans leur soutien, et en fait, les choses sont pas possibles. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu des carrières avortées justement parce qu'ils n'avaient pas ce soutien à la maison, ou alors il y a eu des conséquences. Et ça, on le dit pas assez. Moi, je sais que j'ai énormément de chance également d'avoir Camille à mes côtés. Et souvent, les femmes sont dans l'ombre, elles veulent pas apparaître, et c'est bien dommage parce que sans elles, peu de choses se Ah feraient. ben, en tout Ouais. cas, en ce qui me concerne, c'est sûr que j'aurais pas fait la carrière que j'ai faite s'il n'y avait pas eu ma femme Claire à mes côtés. Ok. Et donc, avant d'être assistant, tu redeviens attaché de consultation, c'est ça? C'est ça, j'ai été d'emblée attaché de consultation et là j'ai commencé une carrière d'enseignant avec deux patrons très différents l'un de l'autre et qui ont permis de grandir. Et c'était l'époque où les patrons opéraient avec nous. Il y avait un vrai compagnonnage, c'était un système de croissance. Et après, quand je suis devenu assistant, on est assistant pour 4 ans plus 3 fois un an. C'est on a le temps de se former, d'apprendre, de transmettre. Et c'est une carrière qui est pas une carrière éclair, fulgurante, où les gens sont nommés pour 2 ans, comme maintenant, renouvelables 2 fois un an, où ça sert à rien. Et puis après, ben, comme tu dis, il y a des opportunités. Il y a eu le premier concours d'assistant en 76, ben, j'ai eu la chance de réussir le concours d'assistant. Il y a eu un concours de prof en 78, ben, j'ai eu la chance de réussir le concours de prof. Et puis après, ben, j'ai fait toute ma carrière garancière. Je n'ai connu aucune autre faculté comme à titre d'enseignant. Alors, ce qu'il faut, là, je vais refaire un truc qui fait rire souvent, mais c'est-à-dire que toi, tu as connu Boucheron et Lentulot. Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est Mais les gens qui utilisent un et l'extracteur de Gonon égonon. voilà Ouais. et Non, mais surtout moi ce que j'ai connu là quand on a fait nos études, il y avait des salles où il y avait une turbine pour 20 étudiants donc c'était un autre c'est et un autre temps, ouais. le tour à ficelle donc c'était un autre monde. Quand on voit aujourd'hui la dentisterie numérique, on est dans un autre monde. Ceci dit, moi, quand j'ai fait mes études, je suis rentré à Reims en 90. Dans les salles de TP, on avait les tours à ficelle, hein. Ouais, On ouais. n'avait pas les micromoteurs. On avait, putain, le bordel, ce truc. Mmh. On se brûlait les mains et tout. Mais c'était. Oui, non, en fait, pourquoi ça me fait rire Boucheron et Lentulot? Parce que pour moi, c'est de l'histoire. 71, je suis né en 71. Et donc, quand Pierre m'avait dit, mais moi, j'avais été voir Lentulot dans son cabinet. Et en fait, on a du mal à se repérer. À se repérer par rapport à ça. C'est-à-dire Non, aujourd'hui, mais on va à la l'ADF, on a. c'était une autre dentisterie, mais d'un côté, on avait énormément de profs qui étaient des très très bons cliniciens. Et je reviens 2 secondes sur mon patron Pierre Tressac, qui avait un sens de l'écoute des patients et un Mm. sens du diagnostic. Et c'est là où tu vois que quand tu es dans un bon service et quand tu as la chance de bénéficier de gens expérimentés et compétents, la progression est facile et la progression est fulgurante. Oui, elle est fascinante. Et c'est vrai que, mais moi, enfin, j'avais déjà cette époque à Reims où on avait. Aujourd'hui, quand on parle de diagnostic, on dit bon, il y a l'anamnèse, l'historique, machin. Écoutez, mais on a l'impression que c'est des bullet points sur un PowerPoint. Mais je me souviens que nous, à la fac, on était vraiment formés à écouter le patient. Bien sûr. On faisait pas un diagnostic de pulpite sur une radio. C'était la prothèse complète ou totale, je sais pas comment on l'appelle en fonction des facs, mais moi, je me souviens, on était à moitié psychologue. Hein. C'était Bien sûr. et Ouais, d'ailleurs mais le joyeux. c'est ça qu'on a du mal à trouver aujourd'hui. C'est-à-dire, Ouais. aujourd'hui, le problème, c'est que la technique prend le pas sur l'humain. Et moi, je m'en rends compte, et il y a beaucoup de patients qui me disent, ah, mais personne m'a écouté comme vous m'écoutez. Et en fait, le vrai problème, c'est avoir le temps de faire des vraies consultations. Après, on peut aussi Ouais. faire un petit dérive en sachant que quand les gens sont honorés à hauteur de 23 euros pour une consultation, c'est juste honteux, quoi. Voilà. C'est juste un drame. Oui, oui, et à la fin, le risque, c'est d'en donner pour 23 euros. Exactement. Mais je pense que c'est Exactement. vrai en dentisterie, c'est vrai en médecine. Hein. C'est vrai en C'est médecine vrai, aussi. Oui. c'est vrai en médecine. Et donc, Garancière, là, vous vous éclatez. Alors Garancière, bah, dès que j'ai été attaché, j'ai adoré le fait de transmettre. Quand j'étais chef de clinique, assistant chef de clinique, ben j'ai pu travailler, faire de la chirurgie, des dents de sagesse, des canines incluses, etc. Et puis après, comme j'ai expliqué, l'aventure implantaire a commencé. On a commencé à avoir un vrai service avec des attachés. Et après, lorsqu'on a créé le diplôme universitaire, on avait
des gens très brillants qui sont passés par notre service, comme Philippe Cayat, Adi Antoun, Frédéric Chiche. Je pourrais faire une liste d'équipes de France d'implantologie, Pierre Cherfan, Isabelle Klinfinger, Anne Benamou. Enfin, on a eu Georges Coury, qui était à Lille à l'époque. Donc, on a eu la chance d'avoir un service. On était quasiment plus nombreux que les étudiants qu'on encadrait. Mais ça, c'était, c'est marrant que tout ça se soit inversé. Je me souviens quand moi je suis rentré, c'est beaucoup plus tard, hein, en 2001, en tant qu'assistant, j'avais été ébahi par les équipes. Par exemple, en paro, il y avait, enfin, au début de prothèse fixée, il y avait Radiguet, je me souviens, Jacques Radiguet. Radiguet Porzier. Il y avait autant d'attachés, dont mon père d'ailleurs, que d'étudiants. C'est-à-dire que chaque étudiant avait son référent. Ça, c'était fou quand même. Alors, le problème, c'est qu'à Garancières, il y avait des services qui étaient très prestigieux. Les gens se battaient pour être attachés de consultation bénévoles. Ils venaient une journée et sans être payés. Et que ce soit chez Pierre Machtou, qui était un service qui était très demandé, que ce soit chez Radiguet-Porzier en prothèse fixée ou chez Grémaud en céramique, que ce soit chez Hirsch en paro, puis chez Jean-Pierre Wayoun plus tard, mais à l'époque c'était Simon Hirsch. Pareil, les gens se battaient. Moi, dans mon service, j'avais plus de 15 attachés de consultation bénévoles. Et ce qui a été pour moi le tournant néfaste, ça a été quand la 6e année a été créée à moyens constants. Ils ont enlevé les services spécialisés, donc il n'y avait plus de services d'endo, de paro, de prothèses fixées, etc. Ils ont voulu faire de la polyclinique. Et dès lors que tu fais de la polyclinique, tu ne peux pas mettre 15 attachés d'endo, tu ne peux pas mettre 15 attachés de paro et tu ne peux pas mettre 15 attachés de prothèses. Donc, du coup, les équipes se sont délitées. Et pour moi, ça a été le tournant le plus néfaste de l'enseignement en France. En tout cas, à Garancières. Oui, parce que moi, mon père, il a traîné ses guêtres à Garancières, il a jamais touché 1 euro. Et en fait, j'ai jamais connu mon père travailler le lundi, parce que lui, le lundi, c'était la fac. Et le matin, il était avec Grémaud. Et l'après-midi, il était dans un service de paro, mais je sais plus avec qui. Simon Hirsch, ça c'est Simon sûr. Hirsch, après-midi, Simon Hirsch, oui. Voilà, ben c'était ça. Mais, et donc, mais je me parce qu'il souviens, il y avait ce transfert d'informations, cette transmission d'informations. Il y avait une énorme convivialité. Tout le monde déjeunait ensemble. C'était vraiment à la grille. À la grille ou chez Ils allaient à la Fernand, grille. voilà, ou chez Da Pietro, chez l'Italien. Mais il y avait une convivialité, une amitié entre tous ces gens qui était extraordinaire et que on ne retrouve pas parce que on ne peut pas le faire, comme j'ai expliqué, on ne peut pas le faire dans un service de polyclinique. Et puis c'était des gens. Alors il y avait ça a commencé quand même à tourner avant le jour où il y a eu un chef de service qui voulait faire, qui trouvait qu'il y avait trop de consommation de gants et qui voulait que les attachés payent leurs gants. Ah oui, mais alors là, si tu rentres dans le côté ubuesque, je peux te raconter des choses bien plus rigolotes. Nous, dans le service d'implantologie, on recrutait 12 praticiens en DU d'implantologie. Et comme c'est des praticiens motivés, triés sur le volet, ils travaillaient très bien. Et on nous avait attribué un certain nombre d'implants. Mais ce stock d'implants, au bout de 6 mois, on l'avait utilisé. Et la chef de service disait, ben non, on peut pas continuer parce que dans la comptabilité, on nous a fait une dotation de dépenses, ce qui est un truc complètement stupide. C'est comme si quelqu'un avait un magasin de chaussures et arrête de vendre des chaussures parce qu'il a plus assez de boîtes. Ben, c'est à peu près ça. Donc nous, on a été obligé de réduire le nombre de praticiens de 12 à 8 parce qu'on n'avait pas assez d'implants à poser. Et comme tu me connais, j'aime bien le contournement, donc j'avais négocié 2 praticiens en plus à titre étranger. Donc j'avais les 8 Français, mais j'avais négocié 2 dentistes de plus. Donc une année, on a eu un praticien justement de Lisbonne, qui exerce à Lisbonne, qui est le docteur José Alves, et qui a fait pendant 2 ans l'aller-retour Lisbonne-Paris le mardi pour venir faire le DU. Il est devenu le platinium passager de la TAP. Parce qu'à l'époque, Transavia n'existait pas. En ce moment, je suis en train de prendre sa place. Il faut être motivé pour venir toutes les semaines, pendant 2 ans, faire un diplôme et prendre l'avion le lundi soir et repartir le mardi soir. Franchement, chapeau. Très admiratif. Non, chapeau. Et puis, là, maintenant, aujourd'hui, c'est facile. Mais il y a quelques années, c'était il y a plus de 10 ans, parce que j'ai arrêté la fac il y a plus de 10 ans. Donc, c'est un truc, il y a une quinzaine d'années. Et donc, et moi, je me souviens, j'avais pas été formé à Reims. Donc, quand je suis arrivé en 2001, je me suis retrouvé dans le service de Philippe Pougatch. Pareil, il y avait je sais pas combien d'attachés parce que, en fait, c'était des gens qui
qui générait une envie de transmettre. Puis il y avait un côté Exactement. sympa. Tout à fait. Ça parlait cas clinique toute la journée. Chacun venait avec ses diapos. Après, il y a eu les débuts de l'ordinateur. Et j'ai vécu moi cette transition. Et force est de constater qu'on n'a pas su. Et quand par exemple, quand moi j'ai refait le DU européen, donc en 2010-2011, on avait recréé un peu ça. Il y avait Cette cette dynamique. dynamique où il y avait des attachés qui venaient, mais ils venaient par vacation, c'est-à-dire que et en gros, on a commencé à nous emmerder en disant oui, mais ils sont pas assurés, mais qui sont ces gens pour venir travailler ici? Ils travaillent pas, ils sont bénévoles. Je sais pas si ça vous parle. Et donc il fallait, je sais pas si tu te souviens, mais c'était à la fin du mandat de Robert où ils avaient été obligés de créer une formation où les gens, les attachés devaient s'inscrire et payer les droits d'inscription pour Oui. pouvoir être enseignants. Mais c'était fou Alors comme ça, truc. ça c'est un grand moment de l'administration française, c'est-à-dire que ça c'est pour moi le summum de l'énarchie. Nos attachés qui venaient très gentiment et bénévolement, on nous a dit c'est illégal, très bien. Alors on dit ben, très bien, vous avez qu'à leur donner 100 euros par an, comme ça ils sont salariés et comme ça ils ont une existence légale. Et l'assistance publique a dit non, ça n'était pas possible. Donc ils ont une idée génialissime qui a été de créer un DU de formation continue et donc nos attachés devaient s'inscrire au DU de formation continue et payer des droits d'inscription pour avoir le droit de venir enseigner. Et à l'époque, j'étais donc encore à la direction avec Robert Garcia, et donc je lui ai expliqué, comme tu sais, j'ai aussi un volet d'expertise, je préside la Compagnie nationale des experts judiciaires, et donc je lui ai expliqué que quand un étudiant était surveillé par un attaché qui était lui-même étudiant au DU de formation continue, c'est très bien, la première année, il est surveillé par un étudiant du DU. Mais l'année suivante, l'étudiant du DU de formation continue redouble, il est donc en redoublant en DU numéro 2. Mais la troisième année, il va être triplant. Donc, il va être un étudiant très brillant qui a triplé sa première année de DU de formation continue. Donc, j'ai dit à Robert, je pense que c'est une très, très mauvaise idée, car au niveau médico-légal, on expliquera que les gens étudiants du deuxième cycle sont encadrés par des gens qui sont eux-mêmes triplants du diplôme de formation continue. Donc, on a fait capoter cette idée qui était quand même génialissime. C'était fou. C'était fou. Et c'est pour ça que j'adorais ces réunions parce qu'il y avait un côté, il y avait un côté où c'était, il y avait qui? Il y avait Philippe Monsénégo, il y avait toi dedans, il y avait Robert. Qui est-ce qu'il y avait? Il y avait Il y avait Laurent Jordan Ariane, qui s'occupait du deuxième il y cycle. avait Laurence, Il y et avait il y avait six Yvon personnes. Roche à un moment donné qui s'occupait de je ne sais L'international. international. Enfin, on avait une très belle équipe de direction avec Robert. Ah non, mais moi je Très, me très belle marrais équipe. parce que en fait c'était des gens qui avaient 20 ans ou 30 ans de plus que moi, qui avaient un pragmatisme qui était exceptionnel, mais en complet décalage avec l'institution qui dirigeait. Tout à Et fait. donc moi je me mettais dans mon fauteuil et je me disais mais Il disait, mais qu'est-ce que ça va donner? Je me souviens de c'est quoi réunions. ces seniors là qui sont dans le pilote de l'avion? Ah non mais c'était génial. Et je me souviens aussi de réunions quand ils avaient commencé à fournir des plans. Qu'il y avait un mec qui était venu de je sais plus où là, de l'université, pour montrer les plans de la future fac à Bichat, là-haut là. Ah, mais alors là, Et tu fais un très grand raccourci. Le déménagement n'est pas directement sur Bichat. Le déménagement, ça a d'abord été au Grand Moulin. On a un architecte génial qui nous avait fait un plan en 3 dimensions qui était sous la table du génial. conseil et les gens étaient en train de se répartir les bureaux, etc., etc. Et en fait, je crois que c'est François Montaras, chose comme ça, un génie des temps modernes. Exactement. C'est lui. Donc il avait fait ce projet. Et ensuite, eh bien, la mairie de Paris nous a expliqué que ces bâtiments n'étaient pas du tout destinés à Garancières et que ce projet est tombé à l'eau. Ensuite, il y a eu un deuxième projet près de la porte d'Ivry, près du tramway de la porte d'Ivry. Donc il y a eu ce deuxième projet. Après, il y a eu un troisième projet très girly qui était un projet de la porte de Montreuil-Bagnolet dans un endroit désertique. Non, non, mais on a beaucoup, beaucoup, Moi, beaucoup voyagé pour je me souviens de trucs là-haut où il disait, il y avait un problème d'accès, parce que un hôpital, il y a quand même des gens malades et handicapés qui y vont, et donc il fallait une pente, je sais plus Ah, combien. tout à fait, c'est Et la il y pente avait, ça c'est la pente pour les patients en mobilité réduite. c'était ça. Et donc, il s'était rendu compte que, pour y accéder, alors je crois que c'était Bichat, enfin bon, peu importe, c'est que, il fallait passer au-dessus du périphérique. Et donc, ils allaient faire, mais que pour que cette fameuse passerelle ait une pente adaptée, il fallait Adéquate. exproprier, je sais pas combien, mais c'était lunaire, c'était Mais le lunaire. projet a capoté, le premier projet a capoté sur cette histoire de pente d'accès qui n'avait pas le nombre Hein? de degrés.
Non, il n'y mais avait pas le nombre de degrés, et dans les il normes, on est disait, quand même des grands champions du monde. et il y avait et dans pour clôturer sur le sujet, parce que j'ai quand même vécu des moments lunaires, où il y avait un mec, il y avait aussi un truc qui était en zone inondable, mais il y avait aussi une chaufferie des appartements sociaux ou je sais pas quoi, et où le mec disait que c'était une chaufferie au bois, et que le bois arrivait par la Seine. Et donc, il y a un mec qui dit, mais il vient d'où ce bois? Ben, il vient des pays scandinaves. Alors, il dit, en fait, pour l'empreinte carbone, pour pas mettre du gaz dans votre truc, vous faites venir du bois du Danemark qui arrive en bateau, puis après qui chemine au niveau. Non, mais, et moi, je me te dis, mais on est dans un autre monde. On est C'est dans un autre lunaire. monde. C'est Les gens sont lunaire. fous. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'université dentaire n'a toujours pas déménagé. Hein. Toujours pas. On est Alors là, toujours, ils ont quand même une ils date sont maintenant. toujours mi-temps à Garancière, mi-temps à Montrouge. Hein. Ouais. Et ce qui doit pas être facile à gérer pour Vianney, parce que maintenant, c'est quand même la fusion, c'est en fait la plus grosse fac dentaire d'Europe. Oui. C'est quand même un gros bateau à gérer. Il y a je sais pas Oui. combien de centres de soins. Il y en avait déjà 2 pour Paris 7. Il doit y en avoir 4 pour Paris 5. Donc, ils On sont doit avoir maintenant une à petite 6 centres huitaine, il y a une dentaires. petite huitaine de centres de soins maintenant. C'est Oui. fou, hein. Oui. C'est fou. C'est fou. Et Ouais. donc, juste pour revenir sur ton parcours à toi, donc, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as connu alors, je suis désolé, hein, moi, c'est pas un domaine que je maîtrise, mais les implants aiguilles, c'était avant toi? Oui. Alors, c'était juste avant moi. C'était les implants aiguilles. Ça avait été inventé par un Français, par Jacques Sialom. Parce que les Français sont très inventifs. Tu as Jacques Sialom qui a les implants aiguilles. Tu as ensuite Jean-Marc Juillet qui avait inventé les implants tridimensionnels. Et après, il y avait beaucoup de gens qui faisaient les implants de Léonard Linko, les implants lames. Mais cette époque était une époque de pionniers. C'est-à-dire, en fait, il y avait un taux d'échec astronomique. Et après, je dis, on a basculé dans le temps de la biologie et le temps sérieux avec les implants carbone. Et puis après, bien sûr, avec l'arrivée de Bradmar qui a institutionnalisé l'implantologie avec les implants en 2 temps, etc. Après, on est sorti de la partie aventurier et on est revenu à des soins qui soient des soins Donc, quand tu dis, académiques. Et pardon. ce qui est très drôle, Stéphane, c'est que quand on a commencé, les implants étaient totalement marginalisés. Et si tu regardes aujourd'hui, ou même il y a une dizaine d'années, l'implantologie, ça représente plus de la moitié des congrès dans le monde et plus de la moitié des conférences, que ce soit la chirurgie implantaire ou la prothèse implantaire. On est passé des gens marginaux à l'aristocratie. C'est assez drôle. Le parcours est assez drôle. C'est fou. Et c'est fou parce que c'est pas sur c'est pas sur 2 siècles, quoi. C'est sur une génération. Exactement, Le, tout à fait. le, C'est sur le- 50 ans. C'est sur C'est ça 50 qui est ans. fou, en fait. Parce que avant les implants en titane, c'était quoi les trucs au carbone? C'était Ah des bah, c'était racines en carbone? tantale. Les implants aiguilles, c'était en tantale. T'avais les juxta-osseux qui étaient en chrome cobalt. Alors, les juxta-osseux, c'était la chirurgie d'aventurier. T'es obligé Ah oui. d'ouvrir, prendre une empreinte au permnastique, refermer, faire couler l'implant qui ressemblait à un stélite, si tu veux, qui était sous la gencive, réouvrir 8 jours plus tard, mettre l'implant en bouche, et c'est un implant qui donnait 40 à 50% de complications. Donc, c'était, pour les patients, c'était souvent un cauchemar. Et nous, dans mon service avec Pierre Tressac, on en déposait quasiment un par semaine. Donc, Puis alors, c'était moi, je me souviens avoir vu la dépose d'un implant sous périostée. ouais, C'était quand même quelque chose, hein, parce que c'est hyper adhérent. tout à fait. Il y C'est avait du complètement tissu de granulation fibro-intégré. partout. Hein. Ouais. Ouais. Mais t'apprends Et, la chirurgie. C'est là où t'apprends la chirurgie. C'est vraiment c'est une ah oui. bonne école de formation. Mais bon, c'était une autre époque. Et quand tu regardes aujourd'hui, par exemple, comme bon, les implants ont tous évolué, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont recréé en ce moment la mode. C'est d'ailleurs, ils ont un prix d'innovation, je crois, chez Biotech. Ils ont recréé un implant sous périosté, mais à partir du numérique, c'est-à-dire en fait, tu n'as pas besoin de prendre l'empreinte. L'implant, il est fait par CFAO, il est stabilisé par des vis, et en fait, c'est un implant qui ressemble aux implants juxta-osseux, mais qui n'est pas du tout Mmh. comme les implants de 1970. Quoi. Oui, non, mais c'est surtout que je suis pas sûr que ce soit en chrome cobalt, ça doit être en titane maintenant. Et puis Maintenant, surtout, ils sont en enfin, titane, oui, c'est titane, oui. oui, c'est ça. À l'époque, le Quand j'ai fait, juxta-osseux était en chrome cobalt. oui, parce que moi j'avais fait mon DU en 2000. J'ai fait un DU d'implantologie à Cochin avec Guy Princk, Michel Assin, Philippe Kurk, etc. Ça, c'était une sacrée aventure. Et il Il y y avait avait Commissionnat, le service était dirigé par Commissionnat. par Et Yves Commissionnat à l'époque, ouais. Yves Commissionnat, quand je reviens 2 secondes au carbone, on avait fait une étude à l'époque avec Cochin, Commissionnat, Louis Mathieu, Lyon et Garancière. Quand on a commencé D'accord. l'aventure.
Donc c'est Et, les premiers pas pour nous à l'université de l'implantologie. et donc, ouais, exactement. Et donc en 2000, parce que comme Yves Commissionnat avait développé son implant, qui était une évolution du Linco, là, c'était une lame Oui, qu'on mettait à la mandibule, avec stabilisée par une racine. Enfin, c'était un par peu, deux ailettes, par deux ailettes. Ouais. voilà. Mais ce qui était un peu bizarre, c'était la connectique sur la prothèse. Ça, j'ai jamais bien compris. Je voyais pas comment on pouvait faire tenir un truc là-dessus. Mais surtout, il y avait, comment il s'appelait, il travaillait sur une péniche Cléré, Alain Cléré, c'est Ah, la ça? Clérec, oui, une péniche, la péniche oui, un Asnières Et ou c'est quelque chose lui comme qui ça. nous avait montré comment on faisait un implant supériorité. Alors lui, C'était, lui avec Davida, c'était juxta-osseux, c'était vraiment les grands leaders des juxta-osseux. Mais bon, après, au niveau de la sécurité pour les patients, on était dans une autre dimension. Non, ah, mais ça c'était quand même c'est, lunaire, hein. Il décollait le non, palais, il faisait une empreinte au silicone, ouais. Non, il ça c'était refermait, ça vraiment allait pas chez le le. prothésiste, ça revenait. Wow, wow, wow. C'était, Et ça n'avait pas après, donné tu vois, envie cette histoire. on a créé, alors tu as dit, tu as parlé de la société d'implantologie, on a créé il y a 25 ou 30 ans avec Michel Caruba l'Association française d'implantologie, donc que j'ai présidé pendant une trentaine d'années. Je viens de laisser la présidence à Jérôme Lieberman et on a 300 membres et on fait un congrès chaque année. Et d'ailleurs, les membres de l'association ne payent pas le congrès, tu vois. Donc ça fait venir D'accord. des gens. L'inscription au congrès est incluse dans la cotisation annuelle. J'avais piqué cette idée aux Journées du Québec. Au Québec, quand tu payes ta cotisation à l'ordre, ça te donne le droit d'assister au congrès équivalent du congrès de l'ADF en France. D'accord. C'est pas bête, ça. C'est une très bonne idée. Bah, ça te garantit, tu vois, là, quand on a 300 membres, on a minimum la moitié, on a 120, 130, 140 ou 150 membres, près de la moitié qui viennent parce que bah, c'est inclus, ils ont rien à payer, quoi. C'est quand même bien. Ah, puis en termes de gestion en tant qu'entrepreneur en cash flow, c'est pas mal. Parce qu'à la limite, Ah bah, faut pas qu'il y en ait beaucoup qui viennent, c'est encore mieux. alors, tu as tout à fait raison. En fait, moins t'en as qui viennent, plus tu gagnes d'argent. Mais c'est pas le but. Exactement. Le but, c'est que Non, nous, mais le on veut modèle qu'il y en ait le économique est plus aussi génial. qui viennent. Parce que si t'en as pas beaucoup qui viennent, les exposants sont pas contents. Donc, en termes C'est pas d'entrepreneuriat, faux. il faut qu'on ait quand même au minimum la moitié de nos membres. Nous, on dit qu'il y en a 150 qui viennent, on est content. Bon, cette année, on a fait le congrès sous la direction de Benoît Philippe et Jean-François Pignol. On était 160. Donc, c'était un bon chiffre. On a fait un bon score cette année. Ouais. Bah, 160, regrouper 160 personnes aujourd'hui dans une formation, c'est pas donné à tout le monde, hein. Ah C'est bah pas donné à écoute, tout le monde parce que, je vais te dire la dernière création que j'ai faite, ça s'appelle Best of Implantology. Donc c'est un congrès que j'ai créé il y a une dizaine d'années et qui a lieu à Paris. Le prochain sera le 19 mars. Et nous, on a à peu près 150 dentistes qui viennent et on fait un truc qui est très sympa. On fait des conférences sur le modèle des TEDx conférences américaines, c'est-à-dire ce sont des conférences de 15 à 20 minutes. Et toutes les deux conférences, on fait 15 minutes de questions, ce qui veut dire que dans la journée, j'ai 18 à 20 conférenciers. Et ce qui est c'est bien très ça. sympa, c'est que ça donne du rythme. Et ce qui est très sympa, c'est que quand tu as un sujet qui te plaît pas, tu sais que 15 minutes plus tard, tu vas avoir un autre Mmh. sujet. Mmh. Voilà. Donc ça c'est un beau congrès auquel je tiens beaucoup. J'ai voilà. Ok. Et donc, on revient un peu en arrière parce que, en fait, c'est assez marrant. Quand je disais, honnêtement, hein, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais il n'y avait pas, il y a 15 ans encore, il n'y avait pas un congrès ou une formation d'implantologie où il n'y avait pas le nom de Patrick Missica dessus. On a l'impression que c'était le label. S'il n'y était pas, Ben, le je problème, pense qu'il c'est qu'on a s'intéresse. toujours collaboré. Je vais te donner un exemple. À Lyon, mon ami Patrick Zoya a voulu créer un enseignement d'implantologie. Ben, c'est simple. Je lui ai transmis les statuts de l'AUI et il a fait l'AUI de Lyon. Et je suis allé enseigner à l'AUI de Lyon et avec Patrick. Ensuite, il a créé le DU d'implantologie de Lyon. Ben, on a fait un DU commun et après, on a eu la même chose à Rennes avec Patrick Limbourg. Ensuite, ben, on s'est dit, bah, tiens, on va faire rencontrer nos étudiants, on va faire un concours pour nos étudiants sur des cas cliniques. On a créé le concours interuniversitaire Lyon-Rennes-Paris, et nos étudiants présentaient des cas, si tu veux, et on faisait un concours de la meilleure présentation. Et ça crée, pareil, de ce qu'on disait tout à l'heure sur la convivialité, ça a créé un sentiment d'amitié auquel est venu se greffer Philippe Russe, qui était pas un universitaire, qui a été assistant à Reims, mais qui est un praticien brillantissime. Il était Et attaché à Reims, il a Philippe. été assistant. Il a été assistant, puis Il était assistant. Et attaché. moi, il était assistant l'année où j'étais étudiant, moi. Voilà, et c'est un enseignant hors pair. Écoute, pour ne rien te cacher en direct, je pars cet après-midi avec lui à Toulouse parce qu'on a créé maintenant des best-of en région. Et donc, on enseigne une journée avec
dès la théorie le matin, des TP l'après-midi, à des jeunes dentistes. Et donc, on a créé une tournée comme la tournée des Zéniths. Cette année, on a fait 5 villes. On a fait Reims, on a fait Amiens, on a fait La Baule, on a fait Montpellier et on fait Toulouse demain. Alors, c'est Et donc, sympa. c'est quoi ça? C'est intéressant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous partez tous les deux à enseigner ou vous prenez Alors, on des part locaux tous pour les deux enseigner? enseigner, mais sur place, dans chaque ville, on choisit, on a 3 partenaires industriels et dans chaque ville, on prend 3 conférenciers juniors et les conférenciers juniors expliquent la spécificité du système implantaire. Par exemple, cette année, on a 3 partenaires. On a Biotech, on a Camlog et on a Meisinger. Donc, ils expliquent les spécificités du système Biotech ou du système Camlog. L'après-midi, en début d'après-midi, ils font un petit show d'1 heure où ils me présentent leur cas clinique. Et ensuite, on fait un TP. Cette année, c'est je maîtrise mes implants et la ROG, la régénération osseuse guidée. Et donc, ils font des TP. Et après, à 17 heures, on clôt la journée, on fait la synthèse, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont retenu. Et après, ceux qui veulent continuer, on leur propose de s'inscrire à une formation comme la UI ou le DU qu'on a créé, le DU d'implanto. Donc, c'est très sympa. Ok. Et il y a des jeunes qui ont 25-30 ans, qui sortent de la fac. Et on a fait aussi un partenariat, ça va beaucoup te plaire, avec la CNQAS, la Commission des assistantes Mhm. dentaires. Et on a un TP spécifique de formation pour les assistantes dentaires. Ok. Ça, Ça, c'est sympa ça. c'est très innovant. Je suis sûr que ça va te plaire, ça. Ah bah oui, oui, c'est puis ça intéresse la CNQAS aussi, je pense. Ah bien sûr, bien sûr, elles sont enthousiastes. Et les assistantes, on a entre 15 et 20 assistantes qui participent. Donc tu vois, pour les dentistes, on a 45 dentistes qu'on répartit en 3 groupes de 15 pour les TP. Et on a une vingtaine d'assistantes. Donc ça fait un petit groupe de 60-70 personnes. Donc sur chaque destination, vous De chaque avez ville. sur chaque ville, Toulouse, Amiens, vous avez réussi à avoir 45 dentistes. Oui, 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 C'est oui. fou ça. Oui. Ok. Et ça La s'appelle comment boule, le best-of en région? best-of en région. D'accord. Et si les gens qui nous écoutent, ça les intéresse, comment ils font? Il y a un Est-ce qu'il y site, a c'est une Best of société mère Implantology. Ils vont sur ouais, notre site, bestofimplantology.eu. .eu, donc Best of Implantologie en un seul mot. .eu, tu as tout le .eu. programme. Tu as le programme de Best of Paris qui est notre maison mère et j'appelle ça les succursales. Donc les succursales, c'est notre tournée en région. L'année précédente, on avait je maîtrise mes implants, je maîtrise la pose d'implants. On avait fait Bordeaux, on avait fait Lyon et on avait fait Nice. En 2024. Ok. Et donc et là, tu le fais toujours avec Philippe Russe ou Oui, c'était alors Philippe Russe et mon troisième copain, mon troisième ami, Patrick Limbourg. Ok, d'accord. Ah Donc oui, c'est nous, les des. seniors, on fait les cours le matin. À 11 heures, on passe le relais aux conférenciers juniors. On supervise des TP avec les conférenciers juniors. Et on fait la synthèse, Philippe et moi. Voilà. C'est 45 personnes en TP. Et donc là, c'est 3 groupes de 15 où ils vont faire chacun, chaque partenaire à sa formation, c'est ça? Enfin, à son TP, et ils Oui, tournent. c'est ça. Oui, Ok. Ouais, c'est fou ça. Hein. oui. Les partenaires apportent le matériel. Donc, si tu veux, il y a une grosse intendance. Il y a une grosse logistique. Et on fait ça dans des hôtels. Et comme on cultive la convivialité comme à Garancière, le mercredi soir, la veille, on fait un dîner des conférenciers, de dîner avec les conférenciers, les partenaires. Et puis on Et vous rajoute un peu mangez de culture. votre. Par exemple, à Amiens, on a visité le musée de Picardie qui était top de top avec le directeur du musée de Picardie. Il nous a fait une visite d'1 heure extraordinaire. Là, ce soir, on visite le muséum de Toulouse. Je soigne un des personnes qui s'occupent de la communication. On est invité, on a une visite privée de 18 heures à 19 heures du muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Avec les 45 personnes. Ouais, avec tous ceux Ah, qui c'est veulent. fou ça. Tous ceux qui veulent. Et après, vous allez dîner pour manger un steak Après, on frites va avec un dîner, coca. exactement. On leur offre le dîner, c'est inclus dans le droit d'inscription. On va dîner ensemble, tous ensemble. Le lendemain, ils travaillent. On a le déjeuner tous ensemble. Donc, si tu veux, tout ça, ça crée de la convivialité. C'est-à-dire, on fait de Mm. l'enseignement, mais on fait aussi de la convivialité. Alors, ce que je vais quand même faire savoir quelque chose, c'est que vous ne mangez. Alors, je divague, hein, mais ça m'a fait rire. Parce qu'un jour, j'ai dit à Pierre, mais il l'a fait exprès. Il me dit non, Patrick ne mange que du steak frites avec du coca. C'est vrai ou pas? Alors, c'est vrai partiellement, mais je bois toujours du coca, maintenant du coca zéro, mais je mange tout ce qui est italien. Je mange tout ce qui est pâtes, tout ce qui est escalope D'accord. panée, etc. Mais c'est vrai que mon choix est très limité. Si on rentre là-dedans, on va passer 1 heure parce que si je dois Non, non, expliquer c'est tout ce marrant que je parce mange que. pas, mais je mange comme un adolescent. Ouais, non, mais Je mange un burger, par exemple.
Oui, oui, mais en fait, je vais vous dire un truc parce que c'est assez drôle parce qu'un jour j'en discutais avec ma conjointe. On a une petite fille, Anna, là, qui a eu des gros problèmes de santé, mais depuis sa naissance, elle a un trouble qui s'appelle la trouble de l'oralité. Et donc elle mange 15 enfin elle mangeait 12 aliments, maintenant elle en mange plus que 5 mais au repas. Et donc elle mange des pâtes, des trucs mais hyper sélectionnés. Et donc ma femme était très inquiète et puis un jour elle me disait mais comment elle va faire qu'on va faire plus tard dans les dîners. Je dis, écoute, tu sais quoi? Moi, je connais Patrick Missica. Il est Il a un connu dans choix le monde très entier restreint. et il mange steak frites, hamburger, il boit du coca. Et là où tu as raison, c'est le problème, c'est quand tu es invité dans des congrès où tu as s'il y a un menu imposé, c'est juste un cauchemar pour moi. Oui, et je me souviens, moi, la SOP, parce que la SOP de la très, très À la grande grande époque époque, où quand on j'ai faisait, présidé. Ah, on n'a pas parlé de ça. J'ai présidé pendant quasiment on 25 ans va y la venir, SOP. c'est sur mes tablettes. Mais je me Et sur souviens, il tes y avait tablettes. 1200 personnes, on J'avais était à oublié table. cette étape-là. Non, mais quand il y avait 1200 personnes, parce qu'on bouffait, il y avait des formations à 1200 personnes, tout le monde avait son truc avec du poisson, du machin, et il y avait le steak frites de Patrick et Exactement. Il y son avait coca. l'entrecôte. Et c'était, Et est-ce que tu te rappelles ce qui a marqué tout le monde? C'est pas les programmes où il y a eu 1200 personnes qui n'existent plus aujourd'hui, c'est qu'on mais bouffait en une heure. le dessert du PLM Saint-Jacques, c'était la forêt noire. Et tout le monde se moque de nous en disant, il y avait toujours le même dessert qui était la forêt noire. Mais c'est surtout ce qui était bluffant, c'est qu'il faisait, on arrivait là-dedans, en une heure, tout le monde avait bouffé et il y avait 1200 personnes. Ouais, mais ça Ça, il n'y n'existe avait plus, pas. hein. Malheureusement, les séances avec 800 personnes, ça c'est vraiment, c'est le, Ah, je me mais souviens, moi, de la séance d'endo en 2006, puisque j'avais eu le prix du meilleur conférencier l'année d'après. On était à l'hôtel Pullman, où il y avait, c'est la première fois que j'avais vu des retransmissions. Donc, il y avait le grand écran et il y avait des écrans, tellement la salle était derrière, grande. bien sûr. Il y avait des rappels d'études. Et ils avaient ouvert une salle enfin, ou dans une autre salle où on les voyait pas. Mais Ouais. c'était fou cette époque-là. 2006, oui, il y a la rotation continue avait 10 ans. Enfin, en endo, je me souviens, Et il y là, avait Jackie Amor. le bureau de la SOP à l'époque, c'était un bureau aussi Ah bon, de gens très brillants. J'avais Bernard Toiti, il y avait Paul Miara, il y avait Hubert Ouvrard. Enfin, il on y avait avait un Meyer. bureau. Il y avait Philippe Charoncet qui dirigeait la partie administrative, qui est resté un Ouais. de mes très très bons amis. Mais tu vois, on avait créé le club des laboratoires. On a fait une belle innovation. Et la SOP, c'est aussi un très beau parcours pour moi parce on a généré de la formation continue pour des dentistes généralistes, mais avec des gens hyper compétents. Et on a créé justement le prix du meilleur conférencier. Et c'était drôle parce qu'on a créé le prix du meilleur conférencier au départ avec Maillefer. Ah Pourquoi? oui, oui. Parce que Bernard Guettier avait ses Philippe. bureaux rue de Ah, Bernard Maubeuge. le père, ouais. Bernard, le père, il avait ses bureaux rue de Maubeuge à 200 mètres de mon cabinet. Et on mangeait souvent dans le même restaurant. Et un jour, je lui dis, écoute, Bernard, j'aimerais bien créer le prix du meilleur conférencier de la SOP, etc. Et il me dit, ah ouais, c'est une très très bonne idée. Il me dit, mais combien tu vois d'argent pour le prix du meilleur conférencier? Alors, on était en francs à l'époque. Donc, Hum. je lui dis, bah, écoute, je sais pas, moi, je pense que 5000 francs, ça serait bien. Ah, il me dit, ah non, non, non. Alors, je me suis dit, il va trouver que c'est trop cher. Il me dit, ah non, non, 5000 francs, c'est pas beaucoup. Non, non, on va mettre 10 000. Notre Donc époque. ça, c'est Notre aussi époque. notre époque, Stéphane, parce Parce qu'aujourd'hui, un aujourd'hui, tu fais partenaire ça, qui ils te vont dit, remplir. un partenaire qui te dit 5000, c'est pas assez, je vais mettre le double, ça m'est jamais arrivé depuis Bernard Guettier. Mais, alors, le problème, ce serait même pas trouver les 10 000 balles aujourd'hui, enfin les 1 500 € que ça représente. Ce serait tous les papiers qu'il faudrait faire, la déclaration de cadeaux, de tout, de machin. Mais Oui, c'est devenu, c'est oui, devenu laisse hallucinant. tomber. Là, Mais justement, on va revenir un petit peu parce que, en fait, tu avais tu as fait énormément à l'université, les DU, les attestations universitaires, etc. Mais surtout, tu avais aussi, et c'est ça qui était fou, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plus de clivage entre les formations universitaires et les formations privées. À l'époque, c'était la formation n'était pas organisée comme aujourd'hui. C'était de l'associatif. Moi, j'ai fait des conférences dans des zones phoques, mais vraiment au trou du cul du loup, dans des trucs super sympas. Il y avait un côté très très agréable, c'est-à-dire que c'était organisé par les dentistes pour des dentistes. Aujourd'hui, on est rentré sur des choses hyper administrées, se réguler, etc., etc. Mais ce qui est quand même très hallucinant dans ton parcours, c'est que toi, t'es un des rares que je connaisse qui a eu vraiment ce développement très universitaire, mais capable à côté d'aller développer des choses dans le privé
et sans que ça ne s'overlappe jamais. C'est ça qui est Ouais. fou. Et sans que ça crée de conflit. C'est-à-dire, ça n'avait pas créé de conflit. Et ce qui se passait aussi à l'époque, et tu as raison de le souligner, c'est que tout ça se passait dans à la fois un professionnalisme et surtout la majorité des choses se faisaient bénévolement. C'est-à-dire, quand tu dirigeais une association, que ce soit la Société d'Endo, moi j'étais très ami à l'époque avec Jean-Marie Lorichès, j'étais très ami avec le président de la Société de Paro. Bon, toutes les conférences, les gens venaient bénévolement, on leur Mmh. payait leur voyage, leur hôtel, mais on n'avait jamais payé d'honoraires. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et aujourd'hui, la majorité des conférenciers ont des honoraires. Le bénévolat n'existe pratiquement plus, sauf quand tu viens vraiment par amitié pour quelqu'un. Mais aujourd'hui, la majorité des choses se font de façon plus professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire avec plus de problèmes de rémunération, on va dire ça comme ça. D'un autre Alors, côté, il y a eu une chute de la fréquentation, c'est-à-dire que des séances où on faisait 700, 800 personnes, qui était la norme pour la SOP. Après, il y a eu je crois qu'il y a eu Endo avec toi, et il y a eu la séance sur l'occlusion, on a eu aussi 1200 personnes, mais ça, c'est un truc qui n'existe plus. Aujourd'hui, t'as pas une manifestation, si on élimine l'ADF, bien sûr, mais t'as aucune manifestation où t'as 1000 personnes. Ça n'existe pas. non, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Alors, d'abord parce que ce qui est assez intéressant, c'est quand on discute avec les médecins de notre formation, finalement, je me souviens que le DPC ou l'OGDPC avant, le DPC a eu du mal à prendre, pour une raison très simple, c'est que la profession s'est toujours organisée toute seule. Et qu'en Tout à fait, fait. tout ce qui est Calliope, DPC est venu mettre de la contrainte dans un truc qui était fluide. Tout à fait. Et, et puis, ce qui a fait aussi exploser les choses, c'est les réseaux sociaux, c'est les nouvelles communications, où finalement, les gens ont pu se montrer, alors qu'avant, c'était quand même, faut reconnaître, un cercle très fermé. Je me souviens, moi, dans les années 2000, être conférencier à l'ADF, si on n'était pas trop mauvais, on était sûr de ressortir avec 3 ou 4 invitations dans des zones phoques. En fait, Bien c'était sûr. un peu Bien tous sûr. La les vitrine, présidents. c'est la vitrine. Ouais, Exactement, tu as c'était tout la à, tout vitrine. à fait raison. Le problème aujourd'hui, mais ça c'est Philippe Russe qui le soulève, c'est que au niveau des réseaux sociaux, tu as quand même une dérive avec des dentistes nuls qui interrogent d'autres dentistes nuls en direct sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a un vrai danger, quoi. Inversement, Patrick, il faut reconnaître aussi que moi, j'ai découvert des gens en endo qu'on n'aurait peut-être jamais pu découvrir. Alors, soit parce que, alors, il y a aussi des gens qui sont très connus pendant 2 ans, puis ça retombe, et que moi, ce que j'ai toujours dit dans la formation, le plus dur, c'est pas d'exister, c'est de durer. Voilà. Ouais, Et que ça fait ma première communication, moi, c'était à l'ADF avec Isabelle Cochet, Baril Cochet, invitée par Jean-Yves, c'était en 2000. Donc, 25 ans après, je suis toujours là, et je pense que c'est ça ma plus grosse fierté, bien c'est sûr. de continuer à exister. Voilà. Mais j'ai découvert aussi, moi, des gens que je suis allé chercher après pour les pousser, pour les aider, grâce aux réseaux sociaux. Bien sûr. Oui, il y a quand même un côté positif, c'est certain. C'est Il y a un certain. côté Mais positif. la formation est quand même très, très, très différente. Et il y a quand même un paradoxe, si tu veux, c'est que quand on parle avec nos confrères, la majorité disent, moi j'en ai marre d'être formé devant mon ordinateur et d'être isolé chez moi. Et quand tu organises des trucs présentiels, eh ben, t'as pas énormément de monde. Je te parlais du congrès Best of Implantologie. Sur Best of Implantologie, c'est 300-400 personnes qu'on devrait avoir, c'est pas 150. Et tu vois, par exemple, la séance de prestige des entretiens de garantière, cette année, on avait des gens de très bon niveau. On avait Toledano, on avait Olivier Etienne, on avait Sylvie Pereira. On avait un programme vraiment extraordinaire et il n'y avait pas une centaine d'inscrits, tu vois. Donc, c'est quelquefois, tu dis, c'est quand même beaucoup d'efforts pour un résultat qui est pas à la hauteur des efforts fournis. Ça, et puis parce que mais il y a aussi l'offre qui s'est. Alors même si le gâteau a grossi, puisque de 40, maintenant il y a 48 000, on va dire bientôt 50 000 dentistes, et que les gens se forment de plus en plus, et que de toute façon ils vont avoir. Parce qu'il y a aussi un décalage de génération, c'est-à-dire que jusqu'à ma génération, on était très très bien formés en deuxième cycle. Là, Ouais. je pense que tout le monde s'accorde pour dire que ce soit en France ou les formations à l'étranger qui existent, qui ont le moyen d'exister, mais nous, on le voit bien chez Endo Academy, on a quand même sur la formation de remise à niveau, on a c'est entre 40 et 50% des gens qui sont diplômés depuis moins de 2 ans. Bon, Ouais. donc ça veut dire que et autant qui viennent de France et que viennent de l'étranger. Ça veut dire qu'ils ont Seule identifié qu'ils ont des lacunes. Voilà. Et alors, la grosse différence, c'est ceux qui viennent, qui sont diplômés à l'étranger,
savent qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'eux, Ah ils oui, se sont dit, bon, on a eu une très bonne vie étudiante, ça nous a coûté 2 bras, une jambe. Ils sont habitués à payer et donc ils continuent. Et voilà. Là où c'est plus compliqué sur les gens qui sont formés en France parce que ils ont l'impression de savoir. Voilà. Et ouais, et très rapidement, en fait, ils se rendent compte. Mais quand ils nous ont dit, ils disent, oui, mais moi, je suis sorti de la fac il y a 2 ans, tout ça, je le sais. Et je lui dis, bah, fais un test et puis tu verras bien. Et en général, 100% ils restent parce qu'ils se disent, oui, finalement, on nous a donné des briques, mais l'histoire, il y a pas de storytelling autour de ça. Mais c'est sûr. donc le gâteau de la formation est plus gros, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui, voilà, il y a des institutions. Hein, la SOP en fait encore partie, des associations, l'ICDP, Endo Academy, Clinical, tout ça, voilà. Et puis derrière, il y a des petits qui gravitent, qui naissent, Ouais. qui s'effondrent, qui naissent, qui s'effondrent. Et ça, bah, ça rend une Et espèce puis, de tu as aussi, si compétition tu veux, compliquée, tu as quoi. aussi les sociétés privées qui font de la formation. Si tu veux, Ouais. tu prends, tu as des fabricants, que ce soit 3M ou Zimmer, etc. Et après, si tu veux, ils inculquent de la formation gratuite. Et moi, je trouve que c'est un virus qui est très néfaste. C'est-à-dire que quand les gens commencent à avoir des formations gratuites, après, ben, ils ont une certaine réticence à sortir leur chéquier pour payer une formation payante. Donc, voilà. Inversement, tu vois, Patrick, c'est que nous, sur notre formation, le Cyclando, qui existe maintenant depuis 7-8 ans, on a pris le parti il y a 3 ans de sortir de tout partenariat. C'est-à-dire qu'on a investi dans notre matériel, nos moteurs, nos trucs, nos machins. Et les gens viennent avec leurs instruments s'ils veulent. Nous, on en met à disposition, on en achète, on met à disposition des instruments. Ils sont pas obligés d'utiliser. On leur dit si vous voulez venir avec votre moteur, etc. Et en fait, quand tu discutes avec les gens, ils te disent, bah, on leur demande pourquoi ils sont venus. Et il y en a quasiment 30% qui viennent en disant, bah, parce qu'il n'y a pas d'industriel. Et c'est qu'en ça. fait, moi, je En veux fait, me former au cognitif, mais pas sur des placements ah ben produits. écoute, nous, l'AUI, l'Association universitaire d'implanto, qu'on a donc créée avec Marbert en 84, quelque chose comme ça, on a zéro partenaire industriel. Mm. C'est purement universitaire. Et ce qu'on dit, on dit ce qu'on pense et on n'a aucune contrainte, c'est-à-dire c'est notre parole qui est basée sur notre expérience. Et ça, comment tu as réussi à le gérer sur, par exemple, l'AUI qui est complètement indépendant des partenaires et Best of Implantology où tu as des partenaires Ah ben obligatoirement parce c'est que très différent parce que l'AUI, c'est un cycle de formation sur 5 fois 3 jours, donc tu as 15 jours de formation, dont 2 journées de TP. Donc, si tu veux, c'est un cycle, c'est un peu comme la première année du DU. D'ailleurs, quand le DU de Garancière existait, l'AUI constituait la première année du DU. Il tu as le fallait avoir tampon, fait ouais. l'AUI pour faire le DU. Donc, si tu veux, on avait tous les ans 35-40 inscrits. OK? Pour Best of, le problème est très différent. Pour Best of Paris, c'est un congrès de une journée. Tu peux pas faire un congrès de une journée dans un endroit prestigieux. On le fait à la Maison de l'Artisanat, avenue Marceau, avec un déjeuner, etc. Tu peux pas le faire sans partenaire. Donc là, j'ai sélectionné 20 partenaires qui payent C'est chacun déjà une beaucoup, seule. hein. Ouais. Et oui, mais on est archi plein. On a zéro problème. On dit avec Eric Atlan, je salue Eric Atlan au passage, qui est la personne qui s'occupe de la logistique de mes congrès. Alors pour les partenaires, on a zéro problème. On a le problème pour faire venir 400 personnes, mais pour faire venir 20 partenaires, on n'a aucune difficulté. C'est fou, ça. Hein. C'est C'est fou. fou. Ouais. Alors, il y a aussi que, parce que, alors, en implantologie, c'est peut-être différent, c'est probablement différent de l'endo, mais en implantologie, il y a beaucoup de manifestations, non? Oui, il y a énormément de manifestations et comme je l'expliquais, il y a beaucoup de manifestations où les gens sont invités, ils ont pris l'habitude. Quand tu as par exemple, je te donne les Zimmer Days qui ont lieu au mois de juin, ils ont 600 ou 700 personnes, mais ils invitent. Et moi, si j'invite, je peux inviter 600 personnes. Moi, je prends mon carnet d'adresse, je peux avoir 600 invités, tu vois. Donc, Nobel, pareil, quand j'ai présidé le comité Nobel pendant 7 ans, le comité Nobel Biocare, on a fait un congrès à Avignon, on était 850. Mais sur 850, il y avait 350 ou 400 gros clients qui étaient invités. Donc, faut voir, quand tu fais un congrès où les gens payent, moi, j'ai pris une position, si tu veux, un principe, c'est que je n'invite que les conférenciers de l'année d'avant. Parce que si tu commences à D'accord, ok. inviter, voilà. Donc, j'invite les gens qui ont travaillé pour le congrès un an avant. Et sinon, tout le monde paye, sauf les conférenciers de l'année, bien sûr. Et donc, c'est un congrès qui est payant parce que j'ai un concept qui est que quand c'est gratuit, je trouve que ça dévalorise ce que l'on donne. Et Ah donc, bah moi, oui. je trouve qu'il faut que les gens participent Ce qui est financièrement. gratuit n'a pas de valeur. C'est pas très Ce qui est cher, hein, gratuit n'a c'est pas de valeur. 480 euros. Hein, c'est pas pour des gens qui font de l'implantologie, c'est pas, ça va pas grever leur budget. En plus, quand tu as un cabinet, c'est 480 euros déductibles. Hein.
Oui, oui. Alors après, il y a les droits d'inscription, il y a après, les voyages, les trucs, la perte de chiffre Pour les d'affaires. gens qui viennent de Donc, province, tu rajoutes le voyage, éventuellement l'hôtel. Mais bon, et- écoute, à l'époque de la SOP, le problème se posait pas. Je veux dire, les gens, c'est vrai. ils étaient pas dans l'esprit d'être assistés. Ce que je trouve avec le DPC, le GDPC, et toutes les trucs qu'ont inventé les énarques, c'est que maintenant, ils transforment les praticiens en gens assistés. Et à l'époque, Mm. tu voulais te payer une formation, ben, ça coûtait 300 euros, tu payais tes 300 euros et tu ne demandais pas qu'on vienne te les prendre en charge. Mais c'est vrai que c'était la période faste de la SOP, c'était un truc incroyable. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais une association qui s'appelait la FEA et on ne faisait jamais notre programme tant que la SOP n'avait pas délivré le sien. Parce qu'on savait que les jours où il y avait des formations SOP, c'était pas la peine de Oui, faire c'est quelque ça. chose, il y aurait personne. C'était le mammouth, c'était C'était fou, hein. l'endroit où il fallait aller. Et puis en plus, il y avait, si tu veux, des gens. Moi, j'ai des confrères aujourd'hui. Ils étaient SOP, ils avaient l'esprit club SOP. Mm. Mm. Ils savaient que d'abord les formations avaient été bien sélectionnées. On sélectionnait bien les conférenciers. Il y avait un grand temps pour les questions. On avait beaucoup créé de temps pour les questions. Et les gens faisaient confiance. Même certaines fois, ils s'inscrivaient, ils savaient même pas quel était le programme. Ils disaient, c'est la journée de la SOP. Et ils prenaient les quatre. Voilà, ils prenaient Après, les en quatre. tant que conférencier, parce que je suis intervenu plusieurs fois il y a quelques années, il y avait des préparations. On avait des Ah oui. réunions de Des préparation pour soirées de être sûr préparation. Non, que mais c'était très professionnalisé. C'est-à-dire, en fait, on savait ce qu'on voulait, on demandait aux conférenciers. Il y avait une grande adhésion à cette démarche de qualité. Hmm. Et puis, mon Alors après, successeur, Meilleur Fitoussi, s'est beaucoup investi là-dedans. Quand j'ai arrêté la présidence, ça a été géré à la perfection aussi par Meilleur Fitoussi. Meyer, Très grand il était président. incroyable. Moi, je me souviens des mots de Meyer. Alors après, politiquement, c'était à l'époque où ils avaient l'UJCD avait lancé ses formations. C'était les premiers à faire de la formation subventionnée, etc. Oh, il était colère. Hein. Il était colère, Meyer. Il avait du tempérament. Après, il est devenu trésorier de l'ADF. Enfin, c'était une époque où il y avait aussi euh, ces réunions, si tu veux, pareil avec les déjeuners. Les gens aimaient bien déjeuner ensemble et tout. Il y avait une ambiance particulière. Il y Hmm. avait une ambiance particulière. Et encore une fois, je le répète, ce qui était hallucinant, c'était de faire manger 1200 personnes en moins d'une heure. Oui, Enfin, tout je à sais fait. pas si les gens Mais se à rendent l'époque, les compte. serveurs ils donnaient le feu. On aurait dit Versailles, tu vois. Toc, ils Et commençaient à c'est vrai. servir. Là, ils servaient toutes les entrées. Toc, après, ils servaient le plat principal. Non, c'était une vraie organisation, mais c'est un vrai Toujours du bonheur. poisson. Toujours Moi, du j'ai appris poisson. beaucoup, hein. Quand j'ai présidé la SOP, j'ai appris beaucoup dans l'organisation. Ça m'a bien servi pour les autres choses que j'ai créées par la suite. Parce que c'était à ton époque où vous aviez acheté les murs ou c'était Ah bah oui, après qu'ils ont acheté les murs? ça c'est moi, oui, oui. Hein. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un truc. On a acheté les premiers locaux du Faubourg Saint-Martin et après on a vendu le Faubourg Saint-Martin et on a acheté la rue Jean-Hugues dans le 16e. Ça c'était. Mais alors, il y a une question, parce qu'à l'époque où c'était vraiment les lancements de la rotation continue avec le profile, moi je me souviens, c'était des TP à 120, 130, 140 personnes en endo, mais ce qui serait complètement impossible à organiser aujourd'hui. Mais la question que je me suis toujours posée, et c'est marrant parce que j'ai soigné, alors il ne m'en voudra pas de le dire, mais j'ai soigné Philippe Chalancé il y a 6 mois ou 8 mois, là, et on a discuté ça. Je dis, mais pourquoi la SOP, à l'époque, n'avait pas acheté des locaux plus grands pour faire un lieu de TP? Mais parce que c'est Parce pas que rentable. Tu peux pas, si tu fais 4 manifestations par an, on l'avait envisagé, mais c'est rentable si tu fais des trucs tous les mois comme nous on fait à l'Institut. Mais si tu fais 4 manifestations par an, tu peux pas. C'est un non, mais investissement qui est trop bas. quitte à la, parce que je me souviens que la SOP, alors je sais plus si c'était la SOP ou l'ADF à l'époque, quand tu étais une société scientifique membre, ça va être l'ADF qui faisait ça, ils te mettaient à disposition du matériel. Tout à fait. Mais tu vois, à la limite, la SOP à l'époque où c'était vraiment vraiment très facile, ils auraient créé une salle de formation de TP et qu'ensuite qu'ils pouvaient louer à tous ceux qui en voulaient. Parce qu'aujourd'hui, chacun, il y en a qui montent leur salle de Mais TP mon cher intramuros, Stéphane, mais pour ça, il faut un esprit communautaire, hein, et adhérer. Le problème, si tu veux, c'est qu'on gère des égos et que, par exemple, si tu fais des trucs, la société de Paro, c'est la société de Paro. La société de Paro vient pas dans les locaux de la SOP. La société de Paro, ah il ouais, peut ok. faire louer un hôtel et voilà, c'est compliqué. Non, Le mais à la problème, limite, il aurait été possible de monter une société mère, une vraie société, à laquelle, enfin, je sais pas, il y avait un. mais ça marchait pas. T'avais le GSSOS à la grande époque, groupement des sociétés scientifiques odontostomatologiques, mais qui s'est jamais Ouais. développé.
il y a un grand esprit individualiste et les gens sont chacun un peu dans leur château fort. Bon, et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une très grande concurrence, par exemple, avec la société de Paro. Nous, quand on est SOP, la société de Paro, ils ramaient. Bon, là, maintenant, par exemple, la société de Paro, ils ont inclus l'implante J, ils sont devenus SFPIO, et ils se sont développés. Mais tu vois, le dernier congrès qu'ils ont fait à Saint-Malo, ils ont eu du mal à réunir 150 personnes. Hmm. Mais c'est marrant parce que c'est à l'image de la profession, hein, l'individualisme. Oui, Quand tu regardes tout à les fait. associations, c'est le mec qui dit on est associé, en fait, il y a 5 personnes là-dedans, ils ont 5 CELAR et une SCM. Mm. T'as pas une clinique médicale qui fonctionne comme ça. Mais C'est très c'est vrai que c'est compliqué assez de marrant gérer. de. Si tu veux, pour revenir au service que j'avais créé et qui marchait vraiment bien, moi, la plus grande qualité qu'on m'a reconnue, c'est de réunir les gens. C'est-à-dire, si tu veux, d'arriver à faire vivre ensemble des gens qui ont des profils de vedettes comme Kayat, comme Frédéric Chiche, comme Henri Martinez, comme Pierre Cherfan, comme Anne, etc. Le principe d'un chef de service, c'est d'arriver à faire vivre tous ces gens ensemble, que tout le monde participe. C'est comme ça, tu faisais référence au livre. Moi, j'ai publié 17 bouquins. Bon, mais les bouquins, j'ai toujours associé les collaborateurs. J'ai jamais fait des bouquins Hmm, tout seul. Donc, si tu hmm. veux, c'est aussi Et ça le rôle de chef de service. ça, on n'en a pas parlé, mais effectivement, le nombre de livres dont tu étais à l'origine, il y en a un qui, toujours, hein, il y a un livre qui est assez intéressant et qui, à mon avis, assez peu connu, pas assez connu de la profession, c'est celui sur les recommandations de bonne Ah, les pratique. bonnes pratiques. Euh, Ah, écoute, il est mm. bien, je peux te rassurer, il est tellement reconnu qu'il est épuisé et qu'on est en train de créer avec Patrick Simonet la version 2. La version 2, La ouais, version 2. Alors ça, je suis un peu au ça courant. s'appelle recommandation de bonne pratique. Donc, et non seulement il fait autorité, mais par exemple les conseils de l'ordre s'en servent pour juger des insuffisances professionnelles à un certain nombre de praticiens qui viennent des pays étrangers. Et ça, c'était une très très bonne idée. Et on a fait à chaque fois, on associait un expert judiciaire et un expert clinicien. Ok. Et donc, si tu veux, on a écrit qu'est-ce qui représente aujourd'hui les bonnes pratiques et comment éviter les litiges. Et ça, c'est le dernier bouquin que j'ai écrit et qui est vraiment le plus adapté, si tu veux, à la dentisterie générale. Mais sinon, on a commencé avec les premiers livres. J'ai fait un truc sur l'état de santé des patients avec Patrick Girard et avec Guy Pen. Et ensuite, on a fait les implants ostéo-intégrables. Et puisque tu parlais de ta fille tout à l'heure, le premier bouquin, j'ai fait grâce à ma fille. Ma fille, à l'époque, qui était toute jeune, et elle me disait un truc intelligent. Elle me disait, mais papa, quand tu fais une conférence même devant 500 personnes, quand tu as fini ta conférence, il en reste rien. Si tu écrivais un livre, il resterait quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'est venue la première idée. On a écrit avec Marc Baird les implants ostéo-intégrables. Et puis après, on a fait 20 questions en implantologie, 20 cas complexes en implantologie, 20 cas d'échec en implantologie. Et voilà, et on a fait tout un tas de trucs en Parce que implanto. Marc Baird, il a fait beaucoup sa carrière sur il présentait ses échecs, je me Échecs, oui, oui, de souviens. toute façon, il a toujours été partisan de montrer les échecs. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, le prochain congrès de Best of, c'est technique classique, technique innovante, comment gérer les complications, les échecs. Ok, d'accord. Et donc là, tu continues. Donc là maintenant, tu publies chez l'Information Dentaire. Hein, c'est Oui, la tout à fait. Alors, collection. j'ai fait pendant toute une grande partie un certain nombre de livres qui ont été édités chez CDP. Et puis après, on a eu un micro-conflit, donc je me suis séparé de CDP et j'ai été très lié avec Claudie Damour-Terrasson, la patronne d'Info Dentaire. Et je lui avais apporté un livre qui avait été écrit par Bernard Toiti avec une iconographie magnifique. Et je lui avais dit, Claudie, voilà, est-ce que tu es capable de faire cette qualité-là? Elle me dit, ça coûte cher, mais je vais la faire pour toi. Et on a créé le premier livre qui s'appelait 20 cas d'école en implantologie ou 20 cas simples en implantologie. Donc, on a commencé avec ça. Après, on en a fait 5 ou 6. On a fait 20 cas d'école, on a fait 20 cas complexes, etc., etc. Et puis là, encore récemment, on a fait implantologie chirurgicale et prothétique que j'ai fait en collaboration avec Isabelle Clinfinger, Guillaume Drouet, toute la bande Toute la de, bande. de Pacte Implant. Donc, comme on a la même conception, on a rejoint AUI et Pacte Implant et on a fait un bouquin qui est notre Bible pour nos étudiants. D'accord. Et donc on va revenir sur ta partie enseignement. Donc c'est vrai que l'institut qui avait été créé à Garancières, c'était quand même innovant dans un système Un français exploit, un exploit. hyper administratif d'avoir du privé dans le public. Je pense que c'est possible partout dans le monde, sauf en Alors, France. et ça n'a pas coûté, Stéphane, ça n'a pas coûté 1 euro à l'État, puisque tout a été financé par des fonds privés, en particulier par Dentsply, que je remercie, et mon ami Olivier Lafarge.
qui a financé une partie de l'institut. Et alors, si tu veux, on a créé cet institut, mais on avait un accord tacite du Conseil de l'Ordre, mais on n'était pas reconnu par la Sécurité sociale et on n'était pas reconnu par l'ARS. Est survenu le scandale de Dentexia que tout le monde connaît, c'est-à-dire un gros problème de santé publique, 2200 patients dans le collectif, 1600 plaintes, 800 parties civiles, donc un énorme scandale. Troisième scandale derrière le Mediator et les prothèses mammaires, hein, quand même un scandale de santé publique, mais carabiné. Et donc, il y a eu des patients qui étaient laissés en déshérence, si tu veux, et le ministère de la Santé a demandé à Robert Garcia de prendre cette vingtaine de patients en déshérence. Comme Garcia était orthodontiste, comme chacun sait, il n'était pas implantologiste, donc il m'a donné le bébé, il m'a transmis le bébé. Et moi, j'ai négocié avec l'ARS en leur disant, ben voilà, on a un institut, nous on veut bien prendre en charge vos 20 patients qui sont en déshérence, mais il faut nous donner un label de formation. Et donc, ils nous ont créé un centre d'excellence. Donc, si tu veux, l'institut qui était un institut confidentiel et quasi illégal est devenu tout d'un coup un institut avec un numéro de sécu, etc., etc. Donc les patients ont été soignés et là tout d'un coup ils ont changé de monde puisque pour la chirurgie c'est Hervé Taragano et moi qui les avons pris en charge et pour la prothèse c'est Picard qui était chef de service et Philippe Monsénégo. Donc les patients ils sont passés du niveau centre de soins au niveau prof de fac. Ça leur a fait un choc climatique violent. Et du coup on les a traités sur un an et demi. On a obtenu des subsides pour ça et du coup le centre de formation est devenu vraiment un centre d'excellence, quoi. Donc ça c'était un très beau projet. En fait c'est la prise en charge parce qu'effectivement je me souviens moi de cette histoire enfin je me souviens de ce conseil d'administration où avait été soulevé le problème de la prise en charge des patients de chez Dentexia que personne ne voulait reprendre en. C'est ça. Il y avait des patients qui étaient trop compliqués et aucun dentiste ne voulait s'en occuper. Ok. Et donc, donc il y avait 2 fauteuils, je crois, dans le centre. Il y avait 3 fauteuils et 4 fauteuils et un bloc opératoire. Ah oui, je me souviens. C'était au premier étage. Je me souviens que c'était là qu'on faisait les démos. Et on avait récupéré le cabinet privé au deuxième. On avait aussi récupéré le bloc du deuxième. Mais le centre lui-même, c'était 4 fauteuils au premier étage. Et il y avait une salle de sté. Et c'était très bien. C'était un très beau cabinet. On l'avait fait entièrement équipé. On avait les meubles Ferlin. Et Bernard, qui au départ était chef de service, était contre ce projet parce qu'il disait mais on peut faire la formation à l'hôpital. J'ai dit mais Bernard, à l'hôpital tu vas pas faire la formation à 17h et tu vas pas faire la formation le samedi, personne va te laisser faire. Donc au départ il était contre. On est passé en force avec Robert et ensuite il a trouvé que l'idée était tellement bonne qu'il est devenu directeur du centre, Bernard. Comme quoi, il faut juste patienter un tout petit peu et être tenace. Il faut donner faim aux gens. Et donc, il a vécu combien de temps ce centre en tant que tel? Eh ben, il s'est arrêté. Si tu veux, moi, j'ai arrêté d'être prof il y a une dizaine d'années à peu près, 9 ans. Parce que tu sais, il y a une limite d'âge. Tu peux être sénateur, tu peux être ministre, mais tu peux pas être prof au-delà de 69 ans. Et là, ça s'est arrêté avec la fusion, la fusion Garancière-Montrouge, c'est-à-dire Paris-Descartes, Paris-Diderot. La nouvelle direction ils ont arrêté le centre et ils ont arrêté les formations privées de la UOG. Ah oui, ils ont tout arrêté. Je me souvenais qu'ils avaient arrêté le centre. Et donc, c'est comme ça a été le déclic et c'est comme ça qu'on a dit, puisqu'ils veulent plus faire ça, on va le faire dans l'Institut de chirurgie dentaire. Donc, c'est comme ça qu'on a créé l'Institut privé. D'accord. Et donc, c'est là où tu as rebondi avec... c'est Jacques Becerra, c'est ça? Non, c'est Jacques Attias et Isabelle Clinfinger. Mais celui qui a monté la structure, c'est pas Becerra dedans? Non, Becerra, il a monté un truc à la Défense, rien à voir. C'est un projet qu'il avait avec Jacques Attias à la Défense qui est totalement étranger à moi. Ah d'accord, donc c'est pour ça que Jacques Attias, il est sur les deux. Alors non, l'autre est Mornay. Là. Ah bon, d'accord, ok. C'est pour ça que j'avais déposé le bilan. Il était dans ce projet. Le projet n'a pas abouti. Et le vrai projet ICDP, c'est Jacques Attias, Isabelle et moi. Voilà. Et après, si tu veux, on a une équipe. Je sais pas si tu as eu le temps de regarder, mais oui, mais je connais bien. C'était, il y avait Annick Ligaud. Annick, qui était ma secrétaire, est venue avec nous. Mais si tu regardes l'équipe du comité scientifique, en endo, t'as Jean-Yves Cochet, en prothèse, t'as Philippe Monsénégo, en pédo, t'as Chantal Diffie, en paro, t'as Corinne Lalame, en implanto, t'as Anne et toute notre bande. Je veux dire, c'est l'équipe de France de dentisterie. Oui, non, il y a Et donc, ça, cet ICDP, c'est quoi? Alors, il y a la partie formation,
mais il y a aussi une zone de soins, c'est-à-dire qu'il y a C'est des ça. dentistes qui y travaillent Tout à fait. Tu as 10 sous la... fauteuils, si tu veux. Tu as 10 fauteuils à un bloc opératoire. Donc, on a des dentistes salariés parce que, comme tu sais, en France, sauf si tu fais une CELARL avec des associés minoritaires, tu ne peux pas avoir un cabinet de 10 fauteuils avec 10 dentistes. Donc, on est passé par la structure ARS, Centre de soins, donc Association de loi 1901. Et à côté, tu as une société privée qui fait la formation, qui s'appelle ICDP, Institut de chirurgie dentaire de Paris. Et les gens qui veulent voir ce qu'on fait, ils vont sur institut-icdp.paris, icdp.paris, et il y a toutes les formations qu'on fait. Donc quand on l'a créé avec beaucoup d'ambition, on a créé 42 formations, ce qui était une erreur stratégique, parce qu'on a saupoudré les inscriptions, on avait dans tous les domaines, si tu veux. Donc maintenant, on a recentré sur endo, paro, prothèse, implanto. D'accord. Mais pour bien comprendre, on va reparler d'ICDP après, mais la structure en elle-même, c'est un centre, enfin, c'est un cabinet de soins avec Non, des tu as deux dentistes choses, tu salariés as qui deux tournent, structures. Tu as deux structures qui cohabitent. qui cohabitent. D'accord. Et donc, quand vous faites, quand les praticiens qui s'inscrivent, par exemple, à Pacte Implant, parce que je crois que c'est là-bas que vous l'hébergez, hein, Oui, tout à Pacte fait. Implant. Donc, il y a de la partie, il y a des soins sur patient et ça se fait dans la structure. C'est ça, exactement. Sur les 10 fauteuils, on attribue 4 fauteuils ou 5 fauteuils. Et donc, les praticiens vont travailler sur 4 ou 5 fauteuils du centre de soins. Ils vont être réservés aux 2 jours de Pacte Implant, vendredi, samedi. D'ailleurs, après-demain, ils ont une formation vendredi, samedi. 5 fauteuils vont Mais, être dédiés à Pacte. Et mais le toi, tu es à mardi, Toulouse. par exemple, on a 2 blocs opératoires et 5 fauteuils qui sont dédiés au DU. Donc, les gens travaillent sur leurs patients, ils viennent avec leurs patients, ils opèrent leurs patients sous le contrôle des profs. D'accord. Et ça, c'est alors après, je sais pas si on peut en parler ou si c'est quelque chose de très voilà. Vous avez trouvé un montage qui est quand même particulier parce que c'est pas facile de faire de la formation clinique au fauteuil. Donc c'est comment? C'est les praticiens qui ont un contrat de mise à disposition de. Comment vous gérez ce truc-là? Ah ben c'est extrêmement simple. À partir du moment où ils sont inscrits dans une formation, ils ont le droit de travailler dans le cadre de ce centre. J'ai négocié Ok, avec le Conseil de l'ordre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de contrat, ils sont en formation. C'est comme si d'accord, c'était une extension de leur plateau technique. d'accord, ok. Ça c'est intéressant. Ça c'est C'est pour ça que je intéressant te parce que disais que si ça peut être utile pour ton diplôme à toi de faire travailler des praticiens qui font Endo Academy sur patient, c'est tout à fait possible. ok. Bah c'est non, ce qui est quand même très intéressant, c'est que en gros et c'est là où souvent on me dit oui Patrick, je dis moi Patrick c'est un type, quand il y a un problème il y a une solution, d'accord. Et c'est ça qui est assez bluffant et qui est quand même hyper rassurant pour nous, c'est que on a l'impression que c'est que si quelqu'un ne l'a pas fait c'est que c'est impossible. En fait pas du tout, c'est que si quelqu'un l'a pas fait c'est qu'il n'a pas eu l'idée de le faire, comment c'était possible, Ah, mais écoute, parce quand on que a fait Garancière, parce que tu parlais de Garancière, en Garancière, on est parti de rien. Ça n'existait pas, ça n'existait dans aucune fac. Ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec le vice-président du Conseil national chargé des contrats, qui s'appelle André Micoulot. Donc, je suis allé le voir, j'ai dit, voilà mon projet, j'aurais faire ça. Donc, il était sidéré, parce que ça n'existait pas. Et pour la première fois au Conseil de l'ordre, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a pas dit, non, c'est impossible. Il m'a dit, c'est un problème et nous allons trouver la solution. Et ok, donc, j'ai eu l'accord du Conseil national de l'ordre pour faire travailler des gens dans l'Institut de Garancière avec l'accord du Conseil de l'ordre. ok, mais Donc, quand il y a un problème, j'essaye de prendre, comme par ailleurs, comme tu sais, j'ai quand même cette casquette d'expert, j'essaye de faire les choses dans les clous, j'essaye de pas faire des choses hors la loi. Et donc, quand il y a des difficultés, bah, si la difficulté c'est le Conseil national, je prends rendez-vous avec le Conseil national. Si la difficulté c'est l'ARS, je prends rendez-vous avec l'ARS. Et on essaye de trouver des solutions. Parce que quand tu parles d'une faculté, tu formes des gens, ils travaillent sur des modèles, c'est écrit nulle part qu'ils n'ont pas le droit de travailler sur patient, ce que j'ai expliqué au Conseil de l'ordre. À Garancière, tu travailles sur des oui, TP, tu travailles sur des modèles en oui, plastique. Et oui, c'est marqué où qu'on n'a pas le droit de travailler sur des patients. ouais. C'est une espèce de vide juridique. Parce que le problème du travail sur patient, c'est la responsabilité. Eh C'est bien, les gens, ils viennent avec leur assurance, ils préviennent qu'ils travaillent ils sont en formation, on leur demande de faire une extension de leur RCP, c'est simplissime. Et nous, on a un accord avec la MACSF, tous les gens qui travaillent chez nous, par exemple sur le DU d'implanto, sont couverts par la MACSF. ok.
Ok. Ça, c'est intéressant, On ça. gère toute la partie, si tu veux, encadrement juridique, de façon à ce qu'on soit tout à fait tranquille. Et donc, là, aujourd'hui, vous faites combien de... Donc, tu as dit prothèse, c'est Philippe Monsénégo qui Alors, s'en... Philippe fait les formations de prothèses. L'endo, c'est géré par Jean-Yves, Jean-Yves et Romain Gabriel. Romain Gabriel, exactement. La paro, c'est géré par Corinne Lalame et Chloé Barban. Ok. La restauratrice, c'est géré par Pascal Ziman et un collaborateur de Pascal. Ok. Et Voilà. l'implantologie, c'est Implanto, essentiellement c'est pacte nous, mais alors implant. Implanto, c'est notre cœur de métier. Donc Implanto, t'as PAC, t'as la UI, t'as le DU, enfin, si tu veux. Et on a récupéré le DU d'expertise en médecine dentaire parce que à la fac, les gens, les Mais il n'y a plus conférenciers personne. n'ont pas été payés pendant 3 ans. Or, tu as des conférenciers qui n'ont pas de cabinet et pour qui le fait de toucher 700, 800 euros, pour te donner une idée, le DU rapportait 60 000 euros quand même à la fac. Hein. Et au bout d'un moment, on a eu ras-le-bol, on n'avait plus les salles, etc. Donc j'ai récupéré le DU, je l'ai mis sous l'égide de la Compagnie nationale des experts. Pour te donner une idée, l'an dernier, première promotion, 47 inscrits. Mais alors, ça, c'est intéressant parce que qui dit DU dit diplôme, qui dit diplôme dit rattachement à une université. Bah, pas forcément. Là, j'ai créé un diplôme de la Compagnie nationale des experts. C'est pas un DU. Ok. C'est un diplôme Ok. de ma Et compagnie. donc, la Compagnie générale des experts a l'habilitation à délivrer des diplômes. Bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Et ça, c'est spécifique en dentaire ou ils le Ah, tu font peux créer, toi, tu peux donner un diplôme. L'Institut d'études politiques de Paris, c'est un institut privé. Il donne le Sciences Po, c'est un Alors, institut c'est privé. pas si trivial, hein, parce que pour une société de formation n'a pas toutes les sociétés de formation ne délivrent pas n'ont pas l'habilitation de délivrer des À diplômes. Il délivrer faut des avoir un diplômes. statut particulier. Écoute, en tout cas, nous, si tu veux devenir demain expert, par exemple, tu as déposé ton dossier pour être expert judiciaire. Le tribunal va demander un avis à 2 personnes, au président de l'ordre où tu es inscrit et au président de la compagnie d'experts que je suis pour l'instant. Ok, Donc, si mais tu ça veut veux, dire que mais c'est pas c'est un diplôme, c'est pas un un diplôme diplôme, c'est pas un universitaire. DU. Je te dis que c'est un Ah, diplôme, voilà. c'est Ok, pas un parce que tu DU. me parles du DU Non, non. d'expertise. Ok, Ça s'appelle un diplôme. Je t'ai pas dit diplôme universitaire. Je t'ai dit diplôme d'expertise. ok, d'accord. Ça Ok. s'appelle diplôme d'expertise en médecine bucco-dentaire. D'accord. Et ça, vous avez, il y a toujours une demande de ça ou pas? Très forte. Là, pour l'instant, écoute, on a fait le point hier soir. On avait une réunion de notre conseil. On en est déjà à une trentaine d'inscrits pour l'an prochain. Donc, on a 0 souci. D'accord. Et ça, c'est combien de temps? C'est 1 an? 2 ans? 1 an. 1 an. Une fois C'est par mois. 2 jours, une fois par mois. 2 jours, une fois par mois. Ok. Et ça permet, donc ce diplôme est un prérequis pour devenir, au départ, alors moi j'y connais absolument rien. Mon père Ton Marc père était est très expert actif. judiciaire et il est membre de la compagnie. Il pourrait te donner des informations. C'est un membre Je t'avoue éminent que de ma quand on se voit, compagnie. on parle d'autre chose. Et nous, on parle de Mais, toi. il parle de moi. Mais donc ça veut dire que juste pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que au départ, d'après ce que j'ai compris, au départ, on est surtout expert d'assurance, c'est ça? Parce qu'expert judiciaire, Alors, il y a des listes et c'est plus compliqué exactement. Alors, d'accéder. expert judiciaire, c'est très compliqué pour te donner un chiffre. Sur les 4 dernières années, on a eu 2 inscrits, un inscrit en identification, et cette année, on a une experte qui a été nommée. Donc, c'est au D'accord. compte-gouttes. Mais pour pouvoir être expert, il faut justifier d'un parcours professionnel et il faut justifier d'une formation. Et la formation, ben, tu as un diplôme à Montpellier, tu as un diplôme à la Sorbonne, tu en as quelques-uns. Et nous, on avait le DU qu'on a fait avec Laurent Delprat et Elie Attali. Il a une dizaine, on l'a créé il y a une douzaine d'années, tu vois. Donc ça date pas d'hier. Et on a repris ce diplôme et on le fait maintenant sous l'égide de la compagnie. Si tu veux être expert d'assurance, ben, il n'y en a pas non plus beaucoup, mais ils recrutent. Par exemple, la Médicale de France, en ce moment, ils recrutent. Ben, si tu as le diplôme d'expertise, ben, c'est un plus. Et après, Hmm. ben, est-ce que tu connais, moi, les gens peuvent me dire, est-ce que Stéphane Simon est apte à être expert pour la Médicale de France? Je dis, bah oui, il a suivi le DU, il est très brillant. Et donc, généralement, ça aide, quoi. Ouais. Parce que c'est quand même un métier particulier. Moi, je me souviens d'avoir été enfin, contacté comme sapiteur, ça existe ça? Peter, c'est pour aider un expert judiciaire dans un domaine qu'il connaît pas bien. Voilà, et c'était, je me souviens d'une expertise où j'avais été nommé sapiteur. Enfin, un expert m'avait demandé son avis, D'être selon le Peter, bien machin. sûr.
Et à l'époque, c'était un maxillofacial qui est décédé depuis, quelqu'un que je respectais, mais vraiment son expertise, j'avais trouvé ça vraiment très très léger. Et je me souviens d'avoir essayé de faire les Et choses un peu correctement. contribuer. Alors, si tu veux, ça, c'est une Voilà, partie, j'avais. moi, qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai toujours été intéressé par le droit. Je suis expert maintenant depuis plus de 35 ans, 36 ans. On a fait beaucoup d'expertise civile. Donc, de l'expertise civile, moi, j'en fais à peu près 40 par an, à peu près 4 par mois. Ouais, c'est pas mal quand même. Et c'est déjà pas mal. Et après, avec les centres de soins, si tu veux, ça a explosé. Donc, on est passé des expertises civiles aux expertises pénales. Donc, si tu prends COSEM, on a eu 160 expertises pénales. Donc, pénal, ça veut dire juge d'instruction. Pénal, ça veut dire que Ah ouais. les cinq confrères ont été arrêtés à 7 heures du matin par la police avec les menottes. Hein. C'est pas juste est-ce que tes soins sont conformes ou pas conformes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a eu COSEM, on a eu Dentexia. Dentexia, Dans c'est Dexia, c'était énorme. C'était énorme, énorme. énorme, énorme, énorme. Avec une différence, enfin, moi je suis pas dans le dossier, mais la grosse différence, bon, le COSEM, il y avait des dossiers, mais il y avait énormément de dossiers, mais ce qui avait été quand même très spécifique sur Dentexia, c'est que moi je me souviens avoir vu des plans de traitement, les mecs étaient partis dans des trucs, mais complètement fous. Tout à fait, Impossible à réaliser dans ces tout à structures-là, fait. c'était pas possible. Mais c'était franchement honteux. Donc, si tu veux, il y a eu ce scandale Dentexia. Moi, j'ai été expert dans un truc qui s'appelle Silae aussi. Et là, on a Proxydentaire. Alors, Proxydentaire, c'est un centre de Dijon. On a 200 expertises pénales. C'était un charpentier qui possédait le centre de soins, tu vois. Et il faisait travailler des gens qui n'étaient même pas diplômés. Donc, là, on est dans le monde marche sur la tête. Et ça, c'est parce que c'est un truc sur les centres dentaires. Il faut faire attention. C'est pas parce que c'est un centre dentaire que c'est forcément mauvais. Il y a des centres dentaires Il y a qui des essaient centres au moins dentaires de qui faire les travaillent choses très bien. bien, qui travaillent selon les bonnes pratiques. Le seul Mm. problème, c'est que il n'y a pas de contrôle. Et j'ai donné juste un exemple. Il est interdit de faire, lors de la première consultation et radio panoramique. On ne peut pas facturer Mm. les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Bah, tu as un grand nombre de centres dentaires qui facturent l'ensemble. Si tu as 80 patients par jour, bah, si tu fais 80 panoramiques, bah, ces 80 panoramiques, ça fait du chiffre d'affaires. Mm. C'est un exemple parmi d'autres. Mais ça, maintenant, ils le savent. Maintenant, ils le savent, mais il y en a qui continuent. Et voilà, c'est ça. Donc là, c'est là où on tombe dans le délit, en Ah fait. là, C'est-à-dire que. maintenant, si tu veux, la Sécu commence à regarder tous les centres. Avec l'intelligence artificielle, en moins de 5 minutes, ils identifient les centres déviants et toc, ils leur enlèvent l'agrément. Et quand ils enlèvent l'agrément d'un centre dentaire, si tu veux, c'est l'arrêt de mort. Et s'ils ont 1 an d'interdiction de non-conventionnement, bon, ils peuvent fermer le centre, quoi. Mm. Et ça, il y a vraiment ça se calme là ou c'est Ah exponentiel ben, ça encore? se calme par la force des choses. Si tu veux, tout se sait. Donc, comme tout se sait, ils ont mis du temps à réagir. Mais maintenant, ils sont en train de contrôler tous les centres dentaires de France et de Navarre. Ok. Donc, si on revient à Patrick Misika avec cette carrière, Patrick Misika, il va où maintenant? Alors C'est là, toujours je actif. suis concentré sur deux choses. Je suis sur trois choses. Je suis concentré sur la compagnie des experts. Donc, il y a un congrès par an. Et donc, je préside cette compagnie depuis une douzaine ou une quinzaine d'années. Je suis concentré sur Best of Implantologie, donc qui est le congrès parisien plus les congrès en région dont on a parlé tout à l'heure. Et je suis concentré sur l'Institut de chirurgie dentaire de Paris. Donc l'an dernier, on a créé le DU d'implantologie. Je suis en train de finaliser un DU d'orthodontie, donc là qui est à la signature à Porto. Et mon dernier Donc c'est projet, ça. Oui, pardon. C'est là, alors on parle bien de diplôme universitaire. Donc là, universitaire, tu t'es DU. Quand je dis associé DU, c'est avec, diplôme universitaire, oui. donc là, qui est délivré par l'université le CESPOU, c'est ça? À Exactement. Porto. Mais Mm. qui n'est pas que délivré. C'est-à-dire que l'université est impliquée, pour te donner une idée, lors de l'ouverture du congrès, les profs de Porto sont venus. Le doyen de Porto est venu, le chef du département postgradué est venu, et le prof d'implantologie est venu. Donc, si tu veux, c'est pas juste, ils donnent pas juste une signature à un coup de tampon. Ils Oui, viennent oui, non, enseigner et la soutenance du se fait diplôme là-bas. aura lieu à Porto, Mm. Oui, c'est un peu comme nous, les DU de de Gênes, l'université de de Gênes où Genova. on a même, donc il vient à l'ouverture, ensuite ils font 2 jours de cours en France, Exactement. et ensuite on retourne à Gênes Ouais, pendant c'est trois bien. jours, Ça, deux c'est jours, très 3 jours bien. sur les. Mm. Et nous, on a failli faire avec Genova. Je connais le doyen. J'avais rencontré le doyen de Genova.
sauf qu'il avait déjà un accord avec Georges Coury et avec D'accord. une collaboratrice, et il voulait que ça passe par Georges Coury et cette collaboratrice, et la collaboratrice n'avait pas le droit d'exercer en France, donc c'était pas possible. Ok. Ok. Et donc là, Voilà. Et c'est donc ma donc concentration, c'est ces trois. Si j'ai gardé ces trois activités, expertise, les congrès best-of qui sont vraiment un vrai beau projet, et l'institut qui est un très très beau projet qui a bien décollé en 2 ans. On est arrivé à l'équilibre au niveau du centre de soins et on arrive à l'équilibre au niveau de la formation. Donc si tu veux, on et est puis t'as très content. l'édition aussi. Tu continues l'édition. Alors l'édition, les derniers projets, c'est de refaire, c'est mon dernier projet là de livre, c'est de refaire, on a épuisé le livre Bonne Pratique et on est en train de le mettre à jour. Et il va Hmm. sortir, il sortira en mai pour le congrès de juin de la Compagnie des experts. D'accord. Ok. Donc on t'enverra un Donc livre dédicacé dès sa sortie. Et quand tu seras ouais. sur Paris, si tu es sur Paris, tu es le bienvenu pour visiter l'institut Je vais venir. qui Ouais. vaut le Bien sûr que je détour. vais venir. Non, Il je vais vaut le venir. Et puis détour. c'est Jean-Yves qui me dit toujours, mais va voir. On peut Ah ouais, faire les non, choses mais en collaboration. Jean-Yves est un ami de longue date, comme tu sais. On a la passerelle avec toi. Et d'ailleurs, on propose effectivement, si tu as besoin même de centres de... On en avait parlé, mais je crois que t'étais déjà engagé, m'a-t-il dit, sur un truc d'hôtel, etc. Mais nous, on loue les locaux. Donc, si tu as besoin En même fait, de faire... Ah, le problème que l'on a, c'est on a notre salle de TP mobile. On oui, travaille qui est sur une très Fantôme, belle etc. création, ça, Mais c'est une super bonne idée aussi. voilà. Et le truc, c'est que, en fait, nous, quand on se déplace, on cumule les modules, si tu veux. C'est-à-dire que, bon, maintenant, en plus, j'habite à Lisbonne, donc quand je vais remonter, j'ai pas remonté pour une promo de promo. Donc, il y a des fois, on a 120 personnes dans l'hôtel. Ah oui. Tu vois, et il nous faut 120 quatre personnes, salles. on peut pas. Nous, je te dis, notre capacité, c'est 50 dans la salle de conf et 20 dans la salle de TP. Voilà. Et c'est déjà pas Et mal. quelque C'est part, déjà si pas tu mal. veux, nous, c'est pas. Mais faut que je vienne voir. Faut que je vienne voir parce que il y a des choses qui se font un petit plus. Tu vois, on développe. Nous, on est vraiment focalisé sur l'endo. On fait que ça. Et que il y a des fois, on a des formations où on pourrait s'éviter de déplacer toute la salle de TP pour un Bien sûr. TP, tu vois, Ben, de 2 heures. C'est évident, c'est plus Et, facile. voilà. Et c'est là où, si tu veux, je reviens sur l'idée de la SOP, enfin, de la salle de TP par la SOP, mais qui aurait pu être une société tierce, tu vois, avec une enfin, il y a des choses à faire. Et je pense que quelqu'un qui aurait créé ça il y a 20 ans, mais le truc, c'était d'abord l'immobilier a explosé, et puis surtout, elle aurait pu être remplie, allez, 200 jours par an. Bien Parce sûr. que aujourd'hui, le vrai problème que d'une salle de TP qu'on a, nous, c'est l'entretien, c'est le coût de l'entretien. Bien sûr. Par contre, effectivement, tu le disais, là, c'est intéressant chez vous parce qu'il y a aussi une activité de soins qui peut financer les locaux, etc. Mais on y avait pensé de créer un lieu destiné à la formation, que ça. Mais j'avais calculé que pour être rentable, il fallait organiser pas loin de 100 journées physiques par an. Tout à Et fait. Tu as donc, tout nous, à on fait n'a pas raison. cette Bien sûr. demande. Toi, et donc, je sais que Danceply a créé sa société, son lieu de formation, mais c'est des danseuses. C'est des Oui, danseuses, alors que bien sûr. il y aurait et il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup. Je crois que même Danceply n'a pas de fantôme, par exemple. Alors Non, que tout à fait. nous, on a décidé de faire la formation vraiment en situation, en présentiel, en situation de cabinet. On a acheté 32 microscopes pour être complètement indépendant. Et c'est un vrai bordel hein, à déplacer ce truc-là. Mais l'avantage, si tu veux, c'est que le problème de ça, pardon, ce que je veux dire, c'est que bah, il faut que tu atteignes un certain nombre de personnes en formation pour accéder à une rentabilité. Alors, puisque tu parles des microscopes, CESPU, où on est en partenariat, pour le deuxième cycle, ils ont 80 microscopes. Ouais, ouais, Garantière, zéro. zéro. Voilà, Ouais. c'est juste un Alors, chiffre ce pour... qu'il faut juste, il y a quand même deux choses pour comparer ce qui est comparable, c'est que ce soit le CESPU, que ce soit Fernando Pessoa, où la réputation est quand même un peu moins bonne, ou que ce soit l'université de Lisbonne. À partir du moment où c'est privé, les mecs n'ont pas les mêmes contraintes. Bien Si tu veux sûr. mettre 50 microscopes à Garancière, le vrai problème, c'est pas de les acheter, parce que globalement, Jean Azérad l'avait fait, hein, à la Pitié-Salpêtrière. Mais ceux que tu connais, Jean, c'était je force et je vais voir si ça passe. Mais faire un dossier, un appel d'offres pour 50 microscopes, c'est juste l'enfer. Nancy l'a fait, mais Nancy l'a fait dans le cadre de reconstruction complète Ouais. de leur salle de TP.
Mais Ah, Garancière, c'est là ça où serait tu vois pire. quand même la puissance des facs privées, quoi. Il y a quand même, Ben, ils bien ont sûr, une force de frappe qui est ben, bien nettement sûr. supérieure. Ben, après, c'est une éternelle discussion. Juste pour conclure, il y a quand même un truc qui est fou, c'est que il y a la courbe des inscriptions au Conseil de l'ordre, je crois que c'est 2024, où les courbes se sont inversées, c'est-à-dire Tout que à fait, il y a plus de gens formés à l'étranger que tout à de fait. diplômés en Mais France si qui tu arrivent. veux, Bon. ça, c'est un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler le niveau de formation des gens formés à l'étranger. Ça, c'est une anomalie. Ils sont en train d'essayer de le corriger. Oui, sauf que globalement, quand toi tu as un enfant, tu connais, toi comme moi, un nombre d'enseignants incroyable dont les enfants voulaient être dentistes et les envoyaient à l'UAX ou à Lisbonne ou un truc comme ça. Bon. Et globalement, moi demain, une de mes enfants demanderait à faire dentaire, je sais, je connais ma décision. Moi, je Et ce l'enverrai à qui est Madrid, fou, Madrid ou Barcelone. bien sûr, Madrid, Barcelone ou Lisbonne. Lisbonne, la privée, elle est pas mal. Hein. Ou Porto, ou c'est souvent. Globalement, là où c'est fou, c'est que c'est des gens qui sont prêts à investir dans leur formation. Mm. Lisbonne, aujourd'hui, c'est passé de 5 000 à 10 000 euros l'année, l'université Ouais. privée, je parle. Quelque part, ok, ça te coûte les trucs d'université. J'ai une fille qui fait, qui fait une école de commerce, on sait ce que ça coûte. Mais en plus, tu as l'expatriation, tu as le coût du logement, etc. On aurait une université privée. Je sais que je vais me faire allumer suite à ce podcast, mais je me dis, mais si les gens sont prêts à investir ce montant-là, pourquoi on les garde pas en France? Eh bien, écoute, Pourquoi on les c'est garde un pas des en projets France? qu'on a. Je t'en parlerai hors podcast, mais c'est un des projets qu'on a. Et c'est fou. Et je pense qu'il y a eu une première tentative qui n'était pas la bonne avec le Clézy et Oui, Fernando Pessoa mauvaise tentative et faite dans l'improvisation la plus totale. dans l'urgence, ouais. Catastrophique. Catastrophique. Mais quand Voilà, on voit aujourd'hui, mon cher hein, Stéphane, écoute, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Tu as fini la liste de questions que tu avais préparées. j'ai pas de liste de questions en fait. Ah, Je c'est dis tout ça au dans ta départ, j'ai tête. une liste. Eh ben, J'ai dit écoute, je pense exactement. que la bonne conclusion, c'est qu'en fait, tout est en direct. Tu pourras dire à nos auditeurs et à nos confrères que rien n'a été coupé. Ah, Et rien n'a donc, été coupé. rien n'a Rien ne été sera coupé. coupé. En tout Même ce cas, qu'on a dit sur Fernando merci Pessoa. beaucoup pour l'invitation. Et dès que ton programme te fait passer par Paris, fais-moi un signe, on te fait visiter l'Institut et tu verras qu'on va essayer de collaborer parce que ce que je sais, c'est que quand les gens veulent se former en endo, le premier nom qui vient, c'est Endo Academy. Ben, c'est gentil. En tout cas, on a De fait tout rien. pour. Merci Écoute, infiniment, à très Patrick. Merci à bientôt vous pour des tous nouvelles aventures. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et merci à vous tous de votre fidélité. On a dépassé les 180 000 auditeurs et je sais qu'il y en a un peu partout en France, en Espagne, au Portugal. En tout cas, c'est un vrai plaisir et on continuera. Je vous donne rendez-vous moi dans 15 jours pour un nouvel invité, de nouvelles histoires et parfois de nouveaux concepts. À très bientôt. À très Merci. Au revoir. bientôt.